Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Elle n'a jamais été touchée. Il l'a attendue pendant des décennies. Mais quand le passé revient pour réclamer une promesse faite à l'ombre du désir, l'amour peut devenir la forme la plus élégante de prison. Le silence de la maison était comme un épais manteau qui recouvrait chaque recoin, chaque meuble, chaque respiration. Élodie Moreau se réveillait tous les jours à 6 heures du matin avec le même rituel. Les pieds nus touchant le sol froid en bois, le regard évitant les portraits anciens qui semblaient la suivre dans les couloirs, et la marche silencieuse jusqu'à la cuisine, où sa mère préparait déjà le café dans une routine qui se répétait depuis plus de 2 décennies. Madame Hélène Moreau était une femme de 62 ans, qui semblait s'être arrêtée dans le temps, ses cheveux gris toujours attachés en un chignon serré, les vêtements toujours sombres, toujours discrets, et les yeux toujours vigilants. Elle ne parlait pas du passé, ne parlait pas des hommes, ne parlait pas des désirs. Elle parlait seulement des obligations, de l'importance d'être invisible dans un monde dangereux, de la nécessité de maintenir intactes les traditions de la famille. Et la principale tradition était le silence. Élodie, à 28 ans, était le produit parfait de cette éducation rigoureuse. Elle n'avait jamais embrassé un homme, n'avait jamais senti des mains étrangères sur sa peau, n'avait jamais goûté à la saveur de la transgression. C'était comme si elle vivait dans une bulle de verre, observant la vie se dérouler à l'extérieur, sans jamais toucher la surface du réel. Sa seule véritable compagnie était le piano à queue qui occupait le salon principal de la maison, un instrument majestueux qui contrastait avec l'austérité du reste de l'environnement. Le piano avait appartenu à sa grand-mère, Cécile Moreau, une femme dont on parlait peu mais sur laquelle on chuchotait beaucoup. Élodie ne connaissait que des fragments de l'histoire, que Cécile avait été une pianiste prodige dans les années 50, qu'elle avait voyagé à travers l'Europe en se produisant dans des salons élégants, qu'elle avait mystérieusement disparu à 29 ans, ne laissant que le piano, quelques partitions déchirées et un vide qui résonnait encore contre les murs de la maison. Chaque fois qu'Élodie posait des questions sur sa grand-mère, Madame Hélène détournait le regard et murmurait quelque chose à propos des femmes de la famille, qui n'avaient pas su se protéger, qui s'étaient laissées emporter par des fantasmes dangereux, qui avaient payé le prix de la vanité et de l'exposition. C'était une conversation qui se terminait toujours par la même phrase. « Les femmes de notre famille ne doivent pas être vues, Élodie. Elles doivent être oubliées. » Mais au piano, Élodie trouvait une façon d'exister qui allait au-delà des limitations imposées par sa mère. Ses mains glissaient sur les touches avec un naturel qui semblait venir d'un autre temps, d'une autre vie. Elle ne jouait pas les pièces classiques qu'elle avait apprises durant les quelques années d'études formelles que sa mère avait permises. Elle jouait quelque chose de plus profond, plus viscéral, comme si les notes jaillissaient directement de ses émotions innommées. C'était une musique étrange, mélancolique, pleine de nostalgie d'expériences qu'elle n'avait jamais vécues, d'amour qu'elle n'avait jamais ressenti, de liberté qu'elle n'avait jamais goûtée. C'était pendant ces sessions au piano qu'Élodie se sentait plus proche de qui elle était vraiment, ou de qui elle aurait pu être dans d'autres circonstances. Elle fermait les yeux et laissait la musique couler, imaginant comment ce serait de sentir le toucher de mains étrangères, comment ce serait d'être désirée, comment ce serait d'avoir le courage de désirer en retour. C'étaient des pensées qui la gênaient, mais qui la nourrissaient aussi d'une façon qu'elle ne pouvait pas complètement comprendre. La routine d'Élodie était prévisible comme une horloge. Elle se réveillait, prenait le petit déjeuner avec sa mère en silence, passait la matinée à lire ou à broder, jouait du piano l'après-midi, aidait à préparer le dîner et se retirait tôt dans sa chambre. Elle sortait rarement de la maison, sauf pour aller à l'église le dimanche ou faire des courses au marché local. Sa vie sociale était pratiquement inexistante. Les quelques amis de sa jeunesse s'étaient mariés, avaient déménagé, avaient suivi des chemins qui semblaient interdits pour elle. C'est pourquoi l'enveloppe élégante qui arriva un mardi matin eut tant d'impact. Le papier était cher, lourd, avec un timbre doré qui brillait sous la lumière. L'adresse était écrite dans une calligraphie parfaite, et le nom Mademoiselle Élodie Moreau semblait danser sur le papier comme une promesse. Madame Hélène examina l'enveloppe avec méfiance avant de la remettre à sa fille. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle, observant Élodie ouvrir soigneusement le cachet. « Qui connaîtrait ton nom ? Qui saurait que tu joues du piano ?» L'invitation était encore plus élégante que l'enveloppe. Papier vergé, lettres dorées, un design sobre mais luxueux. La Fondation Espérance invite Mademoiselle Élodie Moreau
à une présentation musicale spéciale lors d'un événement caritatif. Hôtel Ritz, Paris. Votre présence sera un honneur pour notre cause. Suivez des détails sur la date, l'heure et une note indiquant que tous les frais de voyage et d'hébergement seraient couverts. Élodie lut l'invitation 3 fois avant de pouvoir croire ce qu'elle voyait. Quelqu'un quelque part savait qu'elle existait, savait qu'elle jouait du piano, considérait sa musique digne d'être présentée dans l'un des hôtels les plus prestigieux du pays. C'était comme si une porte dont elle ignorait l'existence s'était ouverte devant elle. « C'est une plaisanterie », dit Madame Hélène, arrachant l'invitation des mains de sa fille. « Ou pire, c'est un piège. Qui sont ces gens? Comment ont-ils obtenu notre adresse? Pourquoi veulent-ils justement toi ?» Mais Élodie entendait à peine les paroles de sa mère. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle ressentait quelque chose qu'elle pourrait appeler de l'espoir. La possibilité de sortir de cette maison, d'être vue, d'être entendue, de peut-être découvrir qu'il y avait un monde au-delà des murs qui l'emprisonnaient depuis si longtemps. Ce n'était pas seulement une invitation à jouer du piano, c'était une invitation à exister. La discussion entre mère et fille dura 2 jours. Madame Hélène utilisa tous les arguments possibles. Sa fille n'avait pas d'expérience du monde extérieur. Elle ne saurait pas se défendre contre des hommes mal intentionnés. Elle pourrait être victime d'escroquerie ou pire. Elle évoqua l'histoire de la grand-mère, des femmes de la famille qui s'étaient perdues pour avoir voulu être plus qu'elles ne devaient être. Elle implora, menaça, pleura. Mais quelque chose avait changé chez Élodie. Pour la première fois, elle ne recula pas devant l'autorité maternelle. Il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux, une force qu'elle-même ne savait pas posséder. « J'irai, maman », dit-elle avec une fermeté qui les surprit toutes les deux. « Je vais découvrir qui m'a invité et pourquoi. Je vais jouer mon piano pour des personnes qui n'ont peut-être jamais entendu de musique comme la mienne. Je vais sortir de cette maison et respirer d'autres airs, ne serait-ce que pour quelques jours. » Madame Hélène tenta d'argumenter davantage, mais elle reconnut chez sa fille quelque chose de familier, la même détermination qu'elle avait vue dans les yeux de Cécile des décennies auparavant, avant que tout ne tourne mal. C'était comme si l'histoire se répétait, et elle se sentait impuissante à l'empêcher. Le vendredi matin, Élodie fit une petite valise avec ses rares vêtements élégants. Elle choisit une simple robe noire pour la présentation, un cardigan bleu marine, des chaussures plates en cuir. Elle n'avait pas de bijoux à part un petit collier, avec une médaille de saint qu'elle portait depuis l'enfance. Pas de maquillage à part un rouge à lèvres discret qu'elle avait acheté des années auparavant et qu'elle utilisait rarement. C'était comme si elle se préparait à entrer dans un monde pour lequel elle n'avait pas été éduquée, armée seulement de sa musique et d'un courage récemment découvert. Le voyage en train jusqu'à Paris dura 5 heures. Élodie passa la majeure partie du temps à regarder par la fenêtre, observant des paysages qu'elle n'avait jamais vus, des villes qu'elle ne connaissait pas, des gens qui menèrent leur vie sans se douter que, là, dans ce train, il y avait une femme qui expérimentait la liberté pour la première fois. C'était un sentiment vertigineux, comme si elle tombait et volait en même temps. L'hôtel Ritz était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. La façade imposante, le hall luxueux, le mouvement des clients élégants et du personnel impeccablement uniformé. Élodie se sentit petite et déplacée, mais aussi émue. C'était comme si elle était entrée dans un film, dans un monde qu'elle ne connaissait qu'à travers les vieilles revues qu'elle trouvait dans le grenier de la maison. La chambre qui lui avait été attribuée avait vue sur les jardins. C'était la première fois qu'Élodie voyait Paris de près, et elle fut hypnotisée par l'immensité de la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Elle resta à la fenêtre plus d'1 heure, simplement à observer les rues, sentant l'odeur de la ville, écoutant le son distant des voitures. C'était comme si elle se réveillait d'un très long rêve et voyait enfin les vraies couleurs du monde. Le soir de l'événement, Élodie s'habilla avec soin. La robe noire mettait en valeur sa pâleur naturelle, ses cheveux sombres tombaient sur ses épaules en vagues douces et ses yeux gris semblaient plus grands et plus expressifs que d'habitude. Ce n'était pas une beauté conventionnelle, mais il y avait quelque chose d'intrigant dans son visage, une mélancolie qui semblait cacher des histoires non racontées. La salle de réception de l'hôtel était remplie de personnes élégantes, des hommes en smoking, des femmes en robes coûteuses, des conversations en plusieurs langues, du champagne circulant sur des plateaux argentés. Élodie se sentit comme une imposteur, mais essaya de maintenir la posture droite et le regard serein qu'elle avait appris de sa mère. Après tout,
Les femmes de la famille Moreau ne devaient peut-être pas être vues, mais quand elles l'étaient, elles devaient maintenir leur dignité. Le piano à queue était positionné sur une petite scène au centre de la salle. C'était un instrument magnifique, bien supérieur à celui qu'elle avait à la maison, et Élodie sentit ses doigts frémir d'anxiété et d'anticipation. Lorsqu'elle fut annoncée, elle marcha vers le piano d'un pas ferme, s'assit sur le tabouret en velours, ajusta la hauteur, et pendant un moment, elle respira simplement. Le silence dans la salle se forma progressivement. Les conversations diminuèrent, les pas devinrent plus discrets, l'attention se concentra sur la jeune femme pâle assise au piano. Élodie ferma les yeux, posa les mains sur les touches et laissa la musique jaillir d'un endroit qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle ne joua aucune pièce connue. Elle joua sa propre âme, traduite en notes qui semblaient avoir leur propre vie. C'était une musique étrange, mélancolique, avec des moments de passion contenus et des explosions d'émotions qui semblaient venir des profondeurs de sa solitude. Elle parlait de désirs non avoués, de rêves reportés, d'une soif de vie qui n'avait jamais été étanchée. Le public resta dans un silence absolu. Il y avait quelque chose dans la musique d'Élodie qui touchait des couches profondes de l'âme humaine, qui parlait directement aux instincts les plus primitifs et aux émotions les plus raffinées. C'était comme si elle chantait une chanson que tous connaissaient mais n'avaient jamais entendue, une mélodie qui faisait écho à des souvenirs ancestraux et à des promesses d'avenir possibles. Quand elle termina, le silence persista pendant quelques secondes éternelles. Puis les applaudissements explosèrent dans la salle, intenses et sincères. Élodie ouvrit les yeux, se leva du tabouret, fit une révérence discrète et sourit timidement. C'était la première fois de sa vie qu'elle se sentait vraiment vue, vraiment appréciée pour ce qu'elle avait de plus authentique. C'est alors qu'elle remarqua l'homme dans le coin sombre de la salle. Il n'applaudissait pas, il ne bougeait pas, il l'observait simplement avec une intensité qui la fit rougir et détourner le regard. C'était un homme grand, aux épaules larges, aux cheveux noirs avec des fils argentés aux tempes, vêtu d'un smoking qui semblait avoir été fait spécialement pour son corps. Mais ce n'était pas son élégance qui attirait l'attention, c'était son regard. Un regard qui semblait la connaître depuis longtemps, qui semblait l'attendre depuis des décennies. Élodie tenta de s'éloigner du piano et de se mêler aux invités, mais elle sentait ses yeux la suivre. Où qu'elle aille, elle avait l'impression d'être observée, étudiée, évaluée par cet homme mystérieux qui ne la quittait pas des yeux. C'était un sentiment troublant et en même temps étrangement excitant. Elle était près du buffet, feignant de s'intéresser au canapé, quand elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et trouva l'homme à quelques centimètres de distance. De près, il était encore plus impressionnant. Il devait avoir une quarantaine d'années, des yeux sombres profonds, une cicatrice presque imperceptible sur la mâchoire et un parfum masculin qui la fit se sentir étourdie. « Votre musique, dit-il d'une voix grave avec un léger accent qu'elle ne put identifier, est la plus belle que j'ai jamais entendue. » Élodie sentit son visage brûler. Elle n'était pas habituée aux compliments, encore moins venant d'hommes, encore moins d'hommes comme celui-ci. « Merci, » murmura-t-elle, sans parvenir à trouver d'autres mots. « Vous jouez comme quelqu'un qui connaît des secrets, » continua-t-il, sans quitter son visage des yeux. « Des secrets sur la douleur, sur la solitude, sur des désirs qui n'ont jamais été assouvis. C'est une musique qui vient d'un endroit très profond. Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit Élodie, essayant de garder une voix ferme, mais sentant son cœur s'emballer. « Bien sûr que si. » Il sourit, et son sourire était à la fois gentil et prédateur. « Je sais qui vous êtes, Élodie Moreau. Je connais votre famille, votre musique, la vie que vous avez menée. Je sais que c'est votre première fois loin de chez vous, votre première fois à être vue par le monde, et je sais que vous avez faim. » Le mot « femme » résonna dans l'air entre eux comme un aveu involontaire. Élodie sentit quelque chose remuer en elle, quelque chose de primitif et d'effrayant qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. « Comment connaissez-vous mon nom ? C'est moi qui vous ai fait venir ici, dit-il simplement. Je m'appelle Mathieu Lefebvre, et je vous attends depuis longtemps. » Élodie sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Vous m'attendez ? Pourquoi ?» Mathieu fit un pas de plus vers elle, et elle put sentir la chaleur émanant de son corps. « Parce que vous êtes spéciale, Élodie. Parce que votre musique est la seule chose qui m'est intéressée depuis des années. Parce que, quand je vous ai vu jouer, j'ai ressenti quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. »« Je ne comprends pas, » dit-elle, mais sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Vous n'avez pas besoin de comprendre maintenant.
Mathieu tendit la main et toucha légèrement son bras, un contact qui la fit frissonner. « Vous avez seulement besoin de faire confiance. J'ai une propriété à Saint-Malo, un endroit où vous pourriez vous consacrer entièrement à la musique, où vous pourriez découvrir de quoi vous êtes vraiment capable. Aimeriez-vous y passer quelques jours ?» La question resta suspendue dans l'air comme une promesse et une menace en même temps. Élodie savait qu'elle devrait dire non, qu'elle devrait rentrer chez elle, dans la sécurité de sa vie prévisible. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Mathieu, quelque chose dans la façon dont il parlait de sa musique, qui lui faisait sentir qu'elle était sur le point de découvrir qui elle était vraiment. « Si c'est encore votre première fois, » dit-il baissant la voix jusqu'à ce qu'elle devienne presque un murmure, « je promets d'être doux. » Les mots allumèrent de quelque chose en Élodie qu'elle n'avait jamais su exister. Ce n'était pas seulement du désir physique, bien que cela soit aussi présent. C'était une fin de vie, d'expérience, de vérité. Une soif de toucher la surface de sa propre existence et de sentir que finalement elle était réelle. « Oui, » dit-elle, se surprenant elle-même, « j'aimerais y aller. » Le sourire de Mathieu fut lent et satisfait, comme s'il savait qu'elle dirait oui avant même qu'elle ne le sache. « Parfait, nous partons demain matin. Mon chauffeur viendra vous chercher à 8 heures. » Il s'éloigna alors, la laissant seule avec le cœur battant et le sentiment que sa vie venait de changer complètement. Élodie passa le reste de la soirée dans une sorte de transe, pouvant à peine se concentrer sur les conversations des autres invités, pensant seulement à l'homme mystérieux qui connaissait son nom, sa musique et apparemment ses secrets les plus profonds. De retour dans sa chambre, elle resta à la fenêtre à regarder Paris pendant des heures, essayant de comprendre ce qui s'était passé. En moins de 24 heures, elle était sortie de sa vie protégée et silencieuse pour entrer dans un monde de possibilités qu'elle pouvait à peine imaginer. Et demain, elle partirait avec un étranger vers un lieu qu'elle ne connaissait pas, guidée seulement par une intuition qu'elle ne pouvait pas expliquer et un désir qu'elle commençait enfin à s'avouer. Pour la première fois en 28 ans, Élodie Moreau sentait qu'elle était vivante. Mathieu se leva du fauteuil et marcha jusqu'au bar dans le coin du bureau, servant 2 verres d'une boisson ambrée qui reflétait la lumière dorée des lampes. Le silence entre eux était devenu pesant, chargé d'anticipation et d'une légère crainte de ce qui allait suivre. Élodie accepta le verre qu'il lui offrit, sentant le liquide brûler doucement sa gorge et réchauffer son estomac. « Mon père, Antoine Lefebvre, était un homme d'affaires pragmatique, » commença Mathieu, retournant au fauteuil. Fils d'immigrants espagnols qui avaient fait fortune en France, il avait été éduqué pour être rationnel, calculateur, concentré uniquement sur la croissance des affaires familiales. À 28 ans, en 1954, il était à Vienne pour conclure des contrats d'importation de vins européens, quand il a assisté à un concert au Musikverein. Il fit une pause, prit une des photographies de la boîte et la tendit à Élodie. C'était une image en noir et blanc d'un salon élégant, avec des personnes en tenue de gala, et au centre, un piano à queue où une figure féminine était assise. Cécile jouait du Chopin, le nocturne en mi bémol majeur. Mon père m'a raconté qu'il n'avait jamais rien expérimenté de comparable à ce qu'il avait ressenti ce soir-là. Il disait que c'était comme si toutes les émotions qu'il avait réprimées durant toute sa vie avaient explosé d'un seul coup. Élodie étudia la photographie, essayant d'imaginer sa grand-mère dans cet environnement sophistiqué, jouant pour un public européen élégant. Il était difficile de concilier cette image avec l'histoire qu'elle connaissait, celle d'une femme qui s'était perdue pour avoir voulu être plus qu'elle ne devait être. Ils se sont rencontrés après le concert, continua Mathieu. Antoine a obtenu une présentation par l'intermédiaire de connaissances et dès le premier moment, il y a eu une connexion qu'aucun des deux n'a pu expliquer. Cécile était en tournée en Europe depuis 2 ans. Elle n'avait que 26 ans. Mais elle était déjà considérée comme l'une des interprètes les plus prometteuses de sa génération. Pourquoi avait-elle quitté la France? Talent et ambition. Sa famille était de classe moyenne modeste, mais elle avait obtenu une bourse d'études à Paris et avait décidé de tenter une carrière internationale. Dans les années 50, c'était presque impossible pour une femme française, surtout issue d'une famille sans connexion. Mathieu se leva à nouveau et alla vers une armoire, d'où il sortit un appareil sonore ancien et quelques bandes. Antoine a enregistré certaines de ses performances. À l'époque, c'était une technologie nouvelle, et il était obsédé par l'idée de préserver chaque moment. Il plaça l'une des bandes dans l'appareil et, après quelques secondes de statique, la musique commença à couler. Élodie sentit l'air quitter ses poumons.
C'était sa propre musique, mais ce ne l'était pas. C'était une version plus mature, plus technique, mais avec la même âme, la même passion désespérée qu'elle mettait dans ses propres compositions. C'était comme entendre un fantôme d'elle-même jouer à travers le temps. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, les larmes commençant à couler sur son visage. « C'est exactement comme je joue. » « Ou vous jouez exactement comme elle jouait, » corrigea doucement Mathieu. Antoine disait que Cécile composait en jouant, que ses meilleures musiques naissaient au moment de la performance, comme si elles jaillissaient directement de son âme. La musique continua pendant quelques minutes de plus, et Élodie fut hypnotisée par la similitude. Ce n'était pas seulement le style ou la technique, c'était comme si l'essence musicale elle-même avait été transmise par le sang, un héritage invisible qu'elle portait sans le savoir. « Ils sont devenus amants », dit Mathieu quand la musique s'arrêta. Une liaison intense et compliquée qui a duré 14 mois. Antoine a annulé tous ses engagements professionnels et a commencé à suivre Cécile à travers l'Europe, assistant à toutes ses représentations, finançant sa carrière, vivant une romance qu'aucun des deux n'avait planifiée. Il prit un paquet de lettres jaunies et les posa sur la table entre eux. Voici les lettres qu'ils ont échangées pendant les quelques semaines où ils ont été séparés, qu'Antoine a gardé même celles qu'il avait écrites lui-même. Cécile les lui renvoyait toujours avec de petites annotations dans les marges. Élodie prit l'une des lettres et essaya de lire, mais elle était en allemand, langue qu'elle ne maîtrisait pas. Que disent-elles? Ce sont des lettres d'amour passionné, mais aussi des documents de deux personnes essayant de concilier des mondes complètement différents. Antoine pressait Cécile d'abandonner sa carrière et de l'épouser en France. Elle résistait, disait qu'elle avait encore beaucoup à conquérir en Europe, qu'elle ne pouvait pas abandonner tout ce qu'elle avait construit. Et ensuite, le visage de Mathieu s'assombrit. En mars 1955, Cécile a découvert qu'elle était enceinte. Élodie sentit son cœur s'arrêter. Enceinte? Mais ma mère est née en 1957. Exactement. Le premier enfant n'est pas né. La révélation tomba sur elle comme la foudre. Élodie essaya de traiter l'information, mais cela semblait trop impossible. Que s'est-il passé? Antoine était euphorique à la nouvelle. Il a vu dans la grossesse l'opportunité parfaite de convaincre Cécile de revenir avec lui en France, de se marier, d'avoir une vie normale. Il a acheté cette propriété à Saint-Malo, a rénové toute la maison, a tout préparé pour la recevoir comme une reine. Mathieu se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins sombres. Mais Cécile a paniqué. Elle était au sommet de sa carrière, avait des contrats signés pour les 2 années suivantes, des offres de maisons de disques importantes. Une grossesse à ce moment-là signifierait la fin de tout ce pourquoi elle s'était battue. Elle a fait une fausse couche? Pas exactement. Il se tourna pour la regarder et il y avait quelque chose de terrible dans ses yeux. Elle a essayé de cacher sa grossesse et de continuer avec les représentations. Elle portait des corsets serrés, prenait des médicaments pour contrôler les nausées, se soumettait à des exercices physiques extrêmes. Antoine ne savait rien. Elle avait cessé de répondre à ses lettres. Élodie sentait la nausée monter dans son estomac. Et le bébé? Il est mort au 6e mois, une fausse couche pendant un concert à Londres. Cécile s'est évanouie sur scène, a été emmenée à l'hôpital et quand elle s'est réveillée, elle avait tout perdu. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie essaya d'imaginer le désespoir de sa grand-mère, la culpabilité, la perte dévastatrice. Antoine l'a su. Il l'a appris par la presse. L'histoire a fuité dans les journaux londoniens. Pianiste française s'effondre pendant une représentation. Il a pris le premier bateau pour l'Europe, mais quand il est arrivé à Londres, Cécile avait disparu. Disparu comment? Littéralement évaporée. Elle n'était plus à l'hôtel, avait annulé tous ses contrats futurs. Personne ne savait où elle était allée. Antoine a passé 3 mois à la chercher, a engagé des détectives privés, offert des récompenses. Rien. Mathieu revint au fauteuil, prit une autre photographie de la boîte. Celle-ci était différente des autres. Elle montrait Cécile dans un environnement qui semblait hospitalier, le visage dévasté par la douleur, les yeux vides. C'est la dernière photo prise d'elle en Europe. Un photographe de l'hôpital a réussi à prendre une image avant qu'elle ne disparaisse. Antoine a trouvé la photo des années plus tard, grâce aux détectives. Élodie ne pouvait pas arrêter de regarder l'image. Il y avait quelque chose de terrible dans l'expression de sa grand-mère, une douleur qui semblait avoir consumé toute son essence. Elle est revenue en France? Oui, mais pas immédiatement. D'après les registres qu'Antoine a réussi à rassembler des années plus tard,
Elle a passé presque un an dans un couvent en Normandie, essayant de se remettre. Quand elle est finalement revenue en France en 1956, elle était complètement différente. Elle s'est mariée rapidement avec un homme qu'elle connaissait à peine, votre grand-père, et a essayé de construire une vie normale. Et ma mère? Elle est née en 1957, 11 mois après le mariage. Un enfant qui représentait la possibilité d'un nouveau départ, mais aussi un rappel constant de l'enfant qu'elle avait perdu. Élodie commençait à comprendre la paranoïa de sa mère, la peur obsessionnelle qu'elle répète les mêmes erreurs. Antoine a-t-il essayé de la retrouver quand elle est revenue? Il a essayé. Mais quand il a finalement découvert où elle était, il a reçu une lettre d'elle lui demandant de ne plus jamais essayer de la contacter. Elle disait qu'elle était morte pour la vie qu'elle avait menée en Europe, que tout ce qu'elle voulait était la paix et le silence. Mais il ne l'a jamais oubliée. Jamais. Il a transformé cette maison en une sorte de sanctuaire pour sa mémoire. Il a fait faire des répliques exactes de meubles qu'elle avait admirés en Europe, acheté des tableaux similaires à ceux qui décoraient les hôtels où ils avaient séjourné ensemble. Même les couleurs des murs ont été choisies pour rappeler les lieux où ils avaient été heureux. Cela expliquait la sensation de familiarité qu'Élodie avait ressentie depuis son arrivée au manoir. Ce n'était pas une coïncidence ou une mémoire ancestrale. C'était le résultat de décennies d'obsession, un homme essayant de recréer un amour perdu à travers des objets et des environnements. « Et vous » demanda Élodie. « Comment cela vous affecte-t-il » Mathieu rit amèrement. « J'ai grandi entouré de fantômes. Mon père ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'autres relations sérieuses. Toute son énergie émotionnelle était concentrée sur le souvenir de Cécile. Je n'étais qu'un héritier nécessaire, quelqu'un pour assurer la continuité des affaires familiales. Cela a dû être terrible. Ça l'était. Principalement parce que j'ai grandi en sachant que je ne serais jamais capable de rivaliser avec un fantôme. Mon père m'aimait à sa manière, mais c'était un amour divisé, incomplet. La partie la plus intense de ses émotions était réservée à une femme qu'il avait connue pendant seulement 14 mois, des décennies auparavant. Élodie commençait à comprendre la complexité de la situation. Mathieu n'était pas seulement un homme intéressé par sa musique. C'était quelqu'un qui avait grandi dans l'ombre d'une obsession, qui avait été éduqué pour poursuivre une quête qui avait commencé avant même sa naissance. « Quand vous m'avez vu jouer, dit-elle lentement, vous avez vu votre grand-mère. J'ai vu plus que cela. » Il se pencha en avant, le regard intense fixé sur son visage. « J'ai vu la possibilité de compléter une histoire qui a été brutalement interrompue. J'ai vu la chance de donner un sens à toute la douleur que mon père a portée pendant des décennies. Et si je ne voulais pas faire partie de cette histoire ?» La question resta suspendue dans l'air comme une provocation. Mathieu l'étudia pendant un long moment, comme s'il essayait de lire quelque chose écrit dans une langue étrangère. « Vous en faites déjà partie, » dit-il finalement. « Depuis le moment où vous êtes né, depuis la première fois que vous avez touché un piano, depuis que vous avez décidé d'accepter mon invitation. Cette histoire a commencé bien avant nous, Élodie. Nous ne sommes que les instruments à travers lesquels elle peut enfin trouver une résolution. » Les mots étaient à la fois romantiques et menaçants. Élodie se sentait comme un personnage d'un conte de fées sombre, prise dans un récit qu'elle n'avait pas choisi mais qui semblait inéluctable. « J'ai besoin d'air, dit-elle, se levant brusquement. Mathieu n'essaya pas de l'en empêcher. La terrasse est toujours ouverte. Parfois, j'ai moi aussi besoin de temps pour traiter le poids de l'histoire que nous portons. » Élodie sortit du bureau et marcha dans les couloirs sombres du manoir, guidée seulement par la lumière de la lune qui entrait par les hautes fenêtres. La maison semblait différente la nuit, plus mystérieuse, comme si les fantômes du passé devenaient plus actifs dans l'obscurité. La terrasse était baignée par le clair de lune argentée, et la vue sur la baie était encore plus spectaculaire dans le silence de la nuit. Élodie s'appuya sur la balustrade et respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. En moins de 3 jours, sa vie était devenue méconnaissable. Elle avait découvert que sa grand-mère avait été une artiste célèbre, qu'elle avait eu une romance passionnée en Europe, qu'elle avait perdu un enfant, que sa propre existence était entrelacée avec celle d'un homme qui avait grandi obsédé par la même histoire. C'était beaucoup d'informations à traiter, beaucoup d'émotions contradictoires à organiser. Une partie d'elle voulait fuir, retourner à la sécurité de sa vie monotone mais prévisible. Une autre partie, une partie qui grandissait à chaque heure passée en présence de Mathieu, voulait plonger plus profondément dans le mystère, découvrir tous les secrets,
vivre toutes les expériences que sa grand-mère avait vécues. Vous pensez à fuir. La voix de Mathieu l'a surpris. Il s'était approché silencieusement et était maintenant à quelques mètres de distance, l'observant avec cette intensité qui la faisait se sentir simultanément protégée et menacée. « Je pense à comprendre », répondit-elle sans se retourner. « Et quelle est votre conclusion ?» Élodie hésita. Que peut-être ma mère avait raison. Peut-être que les femmes de notre famille sont vraiment destinées à se perdre pour vouloir plus qu'elles ne doivent. Ou peut-être, dit Mathieu, s'approchant davantage, êtes-vous destiné à trouver quelque chose que d'autres personnes n'ont jamais même rêvé de chercher. Il était maintenant si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, entendre sa respiration. Quand elle se tourna finalement pour lui faire face, elle vit qu'il y avait quelque chose de différent dans son regard. L'intensité était toujours là, mais maintenant mêlée à quelque chose de plus doux, plus vulnérable. « Mathieu !» commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment terminer la phrase. « Oui, j'ai peur. » « De quoi ?»« De répéter exactement la même histoire. D'être manipulée par des forces que je ne comprends pas. D'être en train de tomber amoureuse d'un homme qui essaie peut-être simplement de ressusciter un fantôme. » La confession sortit plus crue qu'elle ne l'avait prévu, mais il y avait quelque chose dans l'obscurité de la terrasse, dans l'intimité du moment, qui rendait l'honnêteté inévitable. Mathieu tendit la main et toucha doucement son visage. C'était la première fois qu'il la touchait de façon vraiment intime, et le contact envoya des ondes d'électricité à travers tout son corps. « Je ne veux pas ressusciter un fantôme, » dit-il, la voix basse et rauque. « Je veux créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui soit à nous, pas à eux. Comment puis-je en être sûr? Vous ne pouvez pas, tout comme je ne peux pas être sûr que vous êtes ici pour moi, et pas seulement parce que vous êtes curieuse du passé de votre famille. » Son honnêteté l'a pris par surprise. Élodie s'était attendue à des dénégations, des promesses, des tentatives de la convaincre. Au lieu de cela, il admettait ses propres insécurités, montrant une vulnérabilité qui rendait tout encore plus compliqué. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle. « Je veux vous connaître. La vraie Élodie, pas l'ombre de Cécile, pas la fille protégée de Madame Hélène. Je veux découvrir qui vous êtes quand vous n'êtes pas caché derrière des peurs et des limitations imposées par d'autres. Et si la vraie Élodie est une déception ?» Mathieu sourit, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, le sourire fut complètement sincère, sans couche de mystère ou de calcul. « Impossible, j'ai déjà entendu votre musique. J'ai déjà vu comment vos yeux brillent quand vous jouez du piano. J'ai déjà senti la force que vous cachez derrière toute cette timidité. La vraie Élodie est la femme la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. » Les mots furent comme une caresse sur des parties de son âme dont elle ignorait l'existence. Élodie se sentit fondre, toutes les défenses qu'elle avait construites au cours de 28 années de vie, commençant à s'effondrer. « Mathieu, chut !» Il posa un doigt sur ses lèvres. « Vous n'avez pas besoin de décider quoi que ce soit maintenant. Nous avons du temps. Vous allez rester ici au moins une semaine, vous vous souvenez? Une semaine pour découvrir qui vous êtes vraiment, loin de toutes les voix qui vous ont toujours dit qui vous deviez être. Une semaine. » Cela semblait simultanément une éternité et un battement de cils. Une semaine pour explorer des sentiments qu'elle n'avait jamais expérimentés, pour vivre des expériences qu'elle n'avait jamais imaginées, pour peut-être découvrir une version d'elle-même qui avait toujours été endormie. « D'accord », murmura-t-elle. Mathieu se pencha et embrassa doucement son front. Le geste était chaste, presque paternel, mais il envoya des vagues de chaleur à travers tout son corps. « Bonne nuit, Élodie. Dormez bien. » Il s'éloigna alors, la laissant seule sur la terrasse avec le cœur battant et l'esprit plein de questions sans réponse. Élodie resta là quelques minutes de plus, observant la lune reflétée dans l'eau de la baie, essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Quand elle monta finalement dans sa chambre, elle se sentait comme une personne différente de celle qui s'était réveillée ce matin-là. C'était comme si chaque révélation, chaque conversation, chaque moment en présence de Mathieu décollait des couches d'une persona qui avait été soigneusement construite au fil des décennies. La chambre était exactement comme elle l'avait laissée, mais elle semblait maintenant plus familière, plus accueillante. Il y avait des fleurs fraîches dans un vase sur la commode, des tulipes blanches qui n'étaient pas là quand elle était partie pour le dîner. Une petite carte était appuyée contre le vase. « Pour des rêves heureux. M. » Le geste la toucha profondément. C'était attentionné sans être invasif, romantique sans être présomptueux.
Élodie tint la carte contre sa poitrine et se sentit étourdie par l'intensité des émotions qui jaillissaient en elle. Elle se prépara lentement pour dormir, savourant chaque moment. Pour la première fois de sa vie, elle avait le sentiment de vivre une véritable aventure, pas seulement d'observer la vie se dérouler à l'extérieur. Quand elle se coucha enfin, elle s'attendait à avoir du mal à s'endormir en raison de l'agitation émotionnelle de la journée. Mais le sommeil vint rapidement, profond et peuplé de rêves plus vivants que tout ce qu'elle avait jamais expérimenté. Elle rêva qu'elle jouait du piano dans une grande salle européenne, vêtue d'une élégante robe de soirée bleu foncé. Le public était hypnotisé par sa musique, mais quand elle regardait l'audience, elle ne voyait que des visages flous, à l'exception d'un homme au premier rang. Ce n'était pas Mathieu, mais quelqu'un de plus jeune, avec des caractéristiques similaires. Ce devait être Antoine, son père, l'observant avec le même regard intense qu'elle reconnaissait chez le fils. Le rêve changea, et elle courait dans des couloirs sombres, poursuivie par des voix qui chuchotaient son nom. Les voix étaient familières, sa mère, sa grand-mère, d'autres femmes qu'elle ne pouvait pas identifier mais qui appartenaient clairement à sa lignée familiale. Toutes répétaient les mêmes mots. Les femmes de notre famille ne doivent pas être vues, elles doivent être oubliées. Mais plus elle courait, plus les voix s'éloignaient, jusqu'à ce qu'elle trouve finalement une porte de lumière. Quand elle l'ouvrit, elle était de retour sur la terrasse du manoir, mais maintenant elle n'était pas seule. Mathieu était là, lui tendant la main, et quand elle l'accepta, elle se sentit comme si elle rentrait enfin chez elle. Elle se réveilla avec les premiers rayons du soleil entrant par la fenêtre, le cœur encore battant à cause des rêves intenses. Il y avait une étrange sensation que les rêves n'avaient pas été seulement des produits de son imagination, mais des messages d'une sorte, des échos de souvenirs ancestraux qui commençaient à s'éveiller. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Les jardins du manoir étaient baignés par la lumière dorée du matin, et elle pouvait voir Mathieu marchant parmi les arbres, déjà habillé pour la journée. Il s'arrêta et regarda vers sa fenêtre, comme s'il savait qu'elle observait, et fit un signe de la main. Le geste était simple, mais il provoqua une vague de chaleur qui se répandit dans tout son corps. C'était le 3e jour de sa nouvelle vie, et Élodie sentait qu'elle était sur le point de découvrir des choses sur elle-même qui changeraient tout pour toujours. Il y avait une anticipation dans l'air, une sensation que les événements s'accéléraient vers quelque chose d'inévitable et de transformateur. Tandis qu'elle se préparait à descendre et à rencontrer Mathieu, une dernière image du rêve revint à son esprit. La sensation qu'elle rentrait enfin chez elle. Pour la première fois en 28 ans, peut-être était-elle au bon endroit, avec la bonne personne, prête à découvrir qui elle était vraiment quand toutes les limitations étaient supprimées. Ce qui l'attendait au petit déjeuner, elle ne le savait pas. Mais d'une chose elle était certaine, il n'y avait plus de retour possible. La femme qui descendrait ces escaliers n'était plus la même que celle qui était entrée dans ce manoir. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui s'éveillait enfin aux possibilités infinies de sa propre existence. Le petit déjeuner était servi sur la terrasse lorsqu'Élodie descendit, portant encore les échos des rêves intenses de la nuit précédente. Le soleil du matin créait un jeu de lumière et d'ombre parmi les feuillages tropicaux, et l'arôme du café frais, mélangé au parfum des fleurs du jardin, créait une atmosphère presque irréelle de perfection. Mathieu l'attendait déjà, habillé avec décontraction d'une chemise en lin blanc qui mettait en valeur son bronzage naturel. Quand il la vit s'approcher, il se leva et tira la chaise pour elle avec une galanterie qui la fit légèrement rougir. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce matin-là, une intensité plus douce, mais encore plus pénétrante, comme si la conversation de la nuit précédente avait supprimé certaines barrières entre eux. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il, versant du café dans une tasse en porcelaine fine. « J'ai beaucoup rêvé », admit Élodie, acceptant la tasse et sentant la chaleur se répandre dans ses mains. « Des rêves étranges, comme si d'autres personnes essayaient de communiquer avec moi à travers eux. » Quel genre de personnes? Des femmes de ma famille, je crois. Des voix que je connaissais mais que je ne pouvais pas identifier complètement. Elle hésita, puis décida de partager davantage. « Et vous étiez là aussi à la fin. » Mathieu sourit, mais il y avait quelque chose de mélancolique dans son expression. Cette maison a cet effet sur les gens, particulièrement sur ceux qui ont un lien avec son histoire. Mon père avait l'habitude de dire que certains souvenirs restent imprégnés dans les murs, dans les objets, attendant de trouver quelqu'un capable de les entendre. Vous croyez cela? Je crois en beaucoup de choses que la plupart des gens considéreraient comme impossibles. Surtout après tout ce que j'ai vu au fil des ans.
Il y avait une suggestion dans ses paroles qui donna à Élodie envie d'en savoir plus, mais Madame Rose apparut sur la terrasse à ce moment-là, apportant un plateau avec des fruits tropicaux coupés en formes artistiques et des pains encore chauds qui sentèrent le beurre et les herbes fines. « Bonjour, mademoiselle Élodie, » dit la gouvernante avec un sourire chaleureux. « J'espère que vous avez bien dormi pour votre première nuit parmi nous. »« Très bien, merci. La maison est spéciale. » Madame Rose échangea un regard rapide avec Mathieu et Élodie se rendit compte que quelque chose était communiqué silencieusement entre eux. Oui, c'est une maison avec beaucoup d'histoires. Monsieur Mathieu a grandi en les entendant toutes. Peut-être pourriez-vous en raconter quelques-unes à Élodie, dit Mathieu avec désinvolture, mais Élodie détecta une intention derrière le commentaire. Oh, je ne suis pas bonne conteuse, dit Madame Rose, mais ses yeux brillaient d'intérêt. Mais je peux montrer quelque chose d'intéressante, si mademoiselle est curieuse. Après le petit déjeuner, tandis que Mathieu répondait à quelques appels professionnels, Madame Rose proposa de faire une visite plus détaillée du manoir. C'était une opportunité qu'Élodie ne voulait pas manquer. Peut-être que la gouvernante savait des choses que Mathieu n'avait pas racontées. La maison a été complètement rénovée quand Monsieur Antoine l'a achetée, expliqua Madame Rose, tandis qu'elle marchait dans les couloirs du premier étage. Il voulait que chaque détail soit parfait, comme s'il préparait à recevoir une reine. Il croyait vraiment que ma grand-mère viendrait habiter ici. Il le croyait de tout son cœur. Il a passé des années à planifier chaque pièce, chaque meuble, chaque objet décoratif. Il disait que quand elle arriverait, tout devrait sembler familier, comme si elle connaissait déjà la maison depuis longtemps. Elles s'arrêtèrent devant une lourde porte en bois sombre, au bout d'un couloir qu'Élodie n'avait pas exploré la veille. C'était la chambre qu'il avait préparée spécialement pour elle, dit Madame Rose, ouvrant la porte avec une clé ancienne. La chambre était époustouflante. Décorée dans des tons de bleu et d'or, avec un lit à baldaquin qui semblait sorti d'un palais européen, des meubles anciens en bois noble et des tableaux qui avaient clairement été choisis par quelqu'un avec une connaissance artistique raffinée. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Élodie fut le piano droit positionné près des fenêtres qui donnaient sur le jardin. « Il est identique au piano qu'elle avait dans son appartement à Paris, » expliqua Madame Rose. « Monsieur Antoine a fait faire une réplique exacte, même les touches en ivoire ont été vieillies pour ressembler à l'original. » Élodie s'approcha de l'instrument et passa les doigts sur les touches. Le son était parfait, accordé avec une précision professionnelle. Il garde cette chambre exactement ainsi depuis les années 50. Jusqu'à aujourd'hui, Monsieur Mathieu n'a jamais rien changé après avoir hérité de la propriété. Il dit que c'est une façon d'honorer la mémoire de son père. Il y avait quelque chose de troublant dans l'idée d'une chambre maintenue intacte pendant des décennies, attendant quelqu'un qui ne viendrait jamais. C'était romantique et obsessionnel en même temps, une démonstration d'amour qui frôlait la folie. « Madame Rose, » dit Élodie avec hésitation, « avez-vous connu ma grand-mère » La gouvernante arrêta d'arranger les coussins du fauteuil et regarda Élodie avec une expression étrange. Pas personnellement, non, mais elle hésita comme si elle décidait combien révéler. Mais j'ai l'impression de la connaître. Monsieur Antoine parlait constamment d'elle, montrait des photographies, faisait jouer les enregistrements de sa musique. C'était comme si elle était un fantôme qui vivait ici avec nous. Cela a dû être étrange pour vous. C'était triste, principalement. Voir un homme gaspiller toute sa vie par amour pour un souvenir. Madame Rose baissa la voix. Et voir Monsieur Mathieu grandir dans l'ombre de cette obsession. Comment était-il quand il était enfant? Un garçon intelligent et solitaire, toujours en train d'essayer de gagner l'attention de son père, mais en compétition avec un fantôme. Je pense que c'est pour cela qu'il est devenu si intense dans ses passions à l'âge adulte. Les mots portaient un sous-texte qui fit frissonner Élodie. Intense comment? Madame Rose l'étudia un moment, comme si elle évaluait combien elle devrait révéler. Monsieur Mathieu est un homme bon, mademoiselle Élodie. Mais c'est aussi un homme qui a grandi en croyant que le véritable amour doit être totalisant, obsessionnel, capable de survivre à n'importe quel obstacle. Parfois, cela peut être écrasant pour qui n'y est pas préparé. C'était un avertissement voilé, et Élodie comprit le message. Madame Rose essayait de la protéger, ou du moins de la préparer à quelque chose qu'elle considérait comme inévitable. Après la visite de la chambre, la gouvernante la conduisit vers une partie de la maison qui n'avait pas été incluse dans la présentation de la veille. « Il y a une bibliothèque au sous-sol », expliqua-t-elle pendant qu'elle descendait un escalier en pierre.
Monsieur Antoine collectionnait les livres rares et Monsieur Mathieu a continué la tradition. La bibliothèque souterraine était impressionnante. Les murs étaient couverts d'étagères en bois noble qui allaient du sol au plafond, remplis de volumes reliés en cuir qui semblaient avoir des histoires à raconter. Il y avait des fauteuils en cuir confortables, des tables de lecture avec des lampes anciennes, et une odeur de vieux livres et de bois ciré qui créait une atmosphère de connaissances accumulée au fil des siècles. Cette section, dit Madame Rose, pointant vers une zone spécifique, contient tous les livres sur la musique, les biographies de pianistes célèbres et les partitions rares que Monsieur Antoine a collectionnées au fil des ans. Élodie s'approcha des étagères et examina les titres. Il y avait des biographies de Chopin, Liszt, Debussy, ainsi que des livres techniques sur la composition et l'interprétation. Mais ce fut un mince volume, relié en cuir bleu, qui attira son attention. Le titre était en français « Mémoire d'une pianiste perdue ». « Puis-je » demanda-t-elle, indiquant le livre. « Bien sûr. Monsieur Mathieu a dit que vous aviez accès à tout ce qui se trouve dans la bibliothèque. » Élodie retira le volume de l'étagère et l'ouvrit soigneusement. Les pages étaient en papier fin et jauni par le temps, et la première feuille contenait une dédicace en français qu'elle put comprendre parfaitement. Pour Antoine, qui a connu mon âme avant de connaître mon corps. Avec un amour éternel, même dans la séparation, Cécile, 1954. C'était le journal de sa grand-mère. Le cœur d'Élodie s'accéléra quand elle comprit ce qu'elle tenait entre ses mains. C'était plus qu'une simple relique du passé, c'était une fenêtre directe sur les pensées et les sentiments de Cécile, pendant la période de la romance, avec Antoine. « Madame Rose, dit-elle d'une voix tremblante, ce livre... Ah, vous avez trouvé le journal. » La gouvernante sourit tristement. « Monsieur Mathieu a dit que vous le trouveriez probablement. Il semble que certaines choses s'attirent, même à travers le temps. Puis-je l'emporter dans ma chambre ? » « Bien sûr, mais mademoiselle Élodie... » Madame Rose hésita. « Soyez préparée. Toutes les vérités ne sont pas faciles à accepter. » De retour dans sa chambre, Élodie s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre et commença à feuilleter le journal. Le français de sa grand-mère était élégant mais émotionnel et elle pouvait comprendre l'essence de nombreux passages. C'étaient les pages d'une femme passionnée mais tourmentée, divisée entre son amour pour Antoine et son ambition artistique. Une entrée en particulier, datée de février 1955, lui coupa le souffle. « Antoine me promet toujours la douceur. Il dit qu'il sera délicat avec moi, qu'il respectera mes temps, mes peurs. Mais je commence à comprendre que la douceur peut être une forme lente de destruction. Sa patience, sa dévotion, sa capacité infinie d'attendre me consument plus efficacement que n'importe quelle cruauté pourrait le faire. Comment puis-je résister à un homme qui m'aime avec une telle intensité? Comment puis-je choisir ma carrière quand il me regarde comme si j'étais toute sa raison d'exister ?» Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Élodie comme un écho troublant. C'était exactement la même phrase que Mathieu avait utilisée avec elle, « Je promets d'être doux ». Était-ce une coïncidence ou y avait-il un modèle qui se répétait à travers les générations? Elle continua à lire, et les entrées suivantes documentaient l'angoisse croissante de Cécile à mesure que la grossesse avançait. Il y avait des passages sur la terreur de perdre tout ce qu'elle avait conquis, sur la sensation d'être lentement absorbée par la force de l'amour d'Antoine, sur la peur que son identité d'artiste soit dissoute en faveur de son rôle d'épouse et de mère. L'entrée finale, datée de mars 1955, était la plus troublante. J'ai pris une décision terrible. Je ne peux pas avoir cet enfant. Pas maintenant, pas comme ça. Antoine ne comprendra jamais. Il ne voit que l'avenir qu'il a créé dans son esprit. Moi, enceinte et rayonnante, abandonnant tout pour vivre dans sa maison parfaite en France, jouant du piano seulement pour lui et nos enfants. Mais j'ai des contrats signés, des offres de maisons de disques, une carrière qui peut changer l'histoire de la musique classique. Comment puis-je renoncer à tout cela pour un amour qui, aussi vrai soit-il, menace de m'engloutir complètement? Élodie ferma le journal avec les mains tremblantes. L'entrée suivante documenterait probablement la tragédie que Mathieu avait décrite la nuit précédente. Les tentatives désespérées de cacher la grossesse, les exerces Élodie était si absorbée dans sa lecture qu'elle n'entendit pas Mathieu entrer dans la chambre. Quand elle leva les yeux, il était debout à la porte, l'observant avec une expression qui mêlait curiosité et préoccupation. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» demanda-t-il en s'approchant. « Le journal de ma grand-mère. » Élodie serra le livre contre sa poitrine. « C'est intense. J'imagine.
Mon père a lu toutes les entrées des centaines de fois. Je crois qu'il connaissait chaque mot par cœur. « Mathieu, dit-elle avec hésitation, il y a un passage où elle écrit sur la douceur comme forme lente de destruction. C'est la même phrase que vous avez utilisée avec moi. » Il s'arrêta de s'approcher et l'étudia avec une attention renouvelée. « C'est une expression que j'ai entendu mon père répéter souvent. Je crois qu'elle est devenue partie de mon vocabulaire sans que je m'en rende compte. Ou peut-être l'avez-vous utilisée intentionnellement. » L'accusation resta suspendue dans l'air entre eux comme un nuage chargé. Mathieu ne nia pas immédiatement, ce qui fut encore plus troublant qu'une dénégation l'aurait été. « Élodie, dit-il finalement, il y a des choses concernant cette situation qui sont plus compliquées que ce que j'ai initialement révélé. » « Quel genre de choses ?» Il s'assit sur le lit, face à elle, et soupira profondément. « Mon intérêt pour vous n'a pas commencé quand je vous ai vu jouer à l'hôtel. Il a commencé bien avant. » Le cœur d'Élodie s'emballa. « Comment ça ? Il y a 3 ans, j'ai engagé un détective privé pour localiser les descendants de Cécile Moreau. Je voulais comprendre ce qui lui était arrivé après son retour en France. Je voulais découvrir si elle avait une famille, si elle avait laissé un héritage quelconque. Vous m'avez enquêté ? Oui. J'ai découvert des choses sur vous, votre mère, la vie que vous meniez. J'ai découvert que vous jouiez du piano, que vous aviez un talent extraordinaire mais que vous viviez caché du monde. Et depuis lors, j'observe votre parcours. J'ai discrètement financé vos opportunités, attendant le moment propice pour prendre contact. » La révélation tomba sur Élodie comme la foudre. « Vous êtes en train de dire que vous manipulez ma vie depuis 3 ans ? Pas manipuler. Protéger. Nourri. Préparé. Pourquoi ?» Mathieu se leva et marcha jusqu'à la fenêtre regardant les jardins. « Pour ce moment. Pour la possibilité de compléter une histoire qui a été brutalement interrompue. Et si je ne voulais pas faire partie de votre histoire familiale, alors vous êtes libre de partir à tout moment. » Il se retourna pour lui faire face. « Mais avant de prendre cette décision, j'aimerais vous faire une proposition. » « Quel genre de proposition ? » « Un jeu. » Il y avait quelque chose dans son sourire qui était à la fois séduisant et menaçant. 3 nuits, 3 choix. Chaque nuit, vous trouverez 3 portes verrouillées dans différentes parties de la maison. Derrière une porte, une révélation sur le passé. Derrière une autre, une expérience qui vous aidera à découvrir qui vous êtes vraiment. Derrière la 3e, un mensonge qui tentera de vous confondre. Pourquoi ferais-je cela ? Parce que je crois que vous avez le droit de découvrir la vérité sur votre famille, sur vous-même, sur les possibilités que votre vie peut avoir. Mais aussi parce que je crois que certaines vérités ne peuvent être comprises que lorsqu'elles sont découvertes activement, pas simplement racontées. Élodie l'étudia, essayant de comprendre ses motivations. Il y avait quelque chose dans le jeu proposé qui était à la fois excitant et terrifiant. Et si je découvre des vérités que je ne veux pas accepter, alors vous saurez au moins que ce sont des vérités, pas des fantasmes ou des peurs créées par d'autres personnes. C'était une offre tentante, mais aussi dangereuse. Élodie sentait qu'accepter signifierait franchir une ligne, dont il n'y aurait pas de retour. Ce serait comme signer un contrat avec le destin, acceptant de découvrir des secrets qui changeraient à jamais sa compréhension de qui elle était. Quand commencerions-nous ? Ce soir si vous acceptez. Et si je choisis le mensonge ? Alors vous apprendrez à distinguer entre vérité et illusion, une compétence que votre grand-mère n'a jamais complètement développée. La référence à Cécile fut la touche finale qui convainquit Élodie. Il y avait quelque chose dans l'idée de compléter un voyage que sa grand-mère n'avait pas réussi à terminer, qui l'attirait irrésistiblement. « J'accepte, » dit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de sa décision. Le sourire de Mathieu fut lent et satisfait. « Excellent. Ce soir, après le dîner, nous commencerons. Mais d'ici là, j'aimerais vous montrer quelque chose qui pourrait vous aider à vous préparer. » Il se dirigea vers l'armoire de la chambre et sortit une clé ancienne de l'une de ses poches. Cette clé ouvre une aile de la maison que nous gardons normalement verrouillée. C'est là que mon père gardait ses objets les plus précieux liés à Cécile. Pourquoi me montreriez-vous cela maintenant ? Parce que je crois que vous devez comprendre complètement ce qui est en jeu avant que nous commencions le jeu. Vous devez voir jusqu'où peut aller une obsession pour décider si vous voulez courir le risque de développer la vôtre. Les mots envoyèrent un frisson le long de la colonne vertébrale d'Élodie. Il y avait une honnêteté brutale dans la confession de Mathieu, un aveu que peut-être lui-même était obsédé par elle de la même façon que son père avait été obsédé par Cécile. Et si je décide que le risque est trop grand, alors je respecterai votre décision et vous aiderai à rentrer chez vous.
Il fit une pause. « Mais je crois que vous êtes plus courageuse que vous ne le pensez. Je crois que vous avez une faim de vie qui a été réprimée trop longtemps et que vous êtes prête à l'assouvir. » Il avait raison et c'était le plus effrayant. Élodie sentait une faim grandir en elle, un désir d'expérience, de vérité, de sensation qu'elle s'était refusée toute sa vie. C'était comme si la présence de Mathieu, l'atmosphère du manoir, les révélations sur sa famille, réveillaient des parties de sa personnalité qui avaient toujours été endormies. « Montrez-moi l'aile secrète, dit-elle. Mathieu sourit et offrit son bras. « Avec plaisir. » Ils quittèrent la chambre et marchèrent dans des couloirs qu'Élodie n'avait pas encore explorés. La maison était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé initialement, avec des ailes entières qui semblaient avoir été préservées à différentes époques. Ils s'arrêtèrent devant une lourde porte en bois sombre, ornée de détails en fer forgé qui créaient des motifs complexes. « Cette aile a été fermée après la mort de mon père », expliqua Mathieu tout en introduisant la clé dans la serrure. « Elle contient ses appartements personnels et la collection complète d'objets liés à Cécile. » La porte s'ouvrit avec un grincement doux, révélant un couloir éclairé par la lumière naturelle qui entrait par de hautes fenêtres. L'air sentait le bois ciré et un parfum floral très subtil qui semblait avoir été préservé à travers le temps. La première pièce qu'ils visitèrent était clairement une chambre masculine, décorée avec des meubles lourds et sombres, des photographies de famille et des objets personnels qui racontaient l'histoire d'une vie longue et réussie dans les affaires. Mais c'était la deuxième pièce qui coupa le souffle d'Élodie. C'était une chambre féminine, décorée exactement comme aurait pu l'être la chambre d'une jeune pianiste dans les années 50. Le lit avait un baldaquin blanc. Les rideaux étaient en soie bleu clair. Il y avait une coiffeuse avec un miroir orné et, dans le coin, un piano à queue qui semblait avoir été transporté directement d'un salon européen. « Voici la chambre que mon père a préparée pour Cécile », dit doucement Mathieu, basé sur les descriptions qu'elle faisait de ses appartements en Europe. Élodie parcourut la chambre en état de choc. Chaque détail était trop parfait, trop précis. C'était comme si Antoine avait créé un décor de théâtre, un environnement où il pourrait maintenir vivante l'illusion que Cécile existait encore, qu'elle pourrait encore revenir. « C'est un peu troublant, » admit-elle. « Ça l'est. Mais c'est aussi une démonstration d'amour qui va au-delà de tout ce que la plupart des gens peuvent imaginer. » Il y avait des vêtements dans l'armoire, des robes des années 50, parfaitement conservées et clairement coûteuses. Des bijoux sur la coiffeuse qui semblaient avoir été choisis spécifiquement pour compléter la personnalité de Cécile. Des livres en français et en allemand sur la musique et l'art. Il croyait vraiment qu'elle viendrait habiter ici. Il le croyait, ou avait besoin de le croire pour continuer à vivre. Parfois, il est difficile de distinguer entre foi et folie. Sur la coiffeuse, Élodie trouva une photographie qui lui coupa le souffle. C'était sa grand-mère, mais une version qu'elle n'avait jamais vue. Cécile était vêtue d'une élégante robe de soirée brodée de petites perles, les cheveux en vagues parfaites, un sourire confiant et sensuel qui parlait d'une femme qui connaissait son pouvoir et n'avait pas peur de l'utiliser. « Elle était vraiment éblouissante », murmura Élodie. « Et vous êtes son exacte copie. » La voix de Mathieu était plus proche qu'elle ne s'y attendait. Quand elle se retourna, il était juste derrière elle, observant la photographie par-dessus son épaule. « Je ne suis pas aussi confiante qu'elle semble l'être sur cette photo. »« Pas encore, mais vous en avez le potentiel. » Il s'arrêta et l'étudia. « En fait, j'aimerais faire un test. »« Quel genre de test ?» Mathieu ouvrit l'un des tiroirs de la coiffeuse et en sortit une boîte en velours bleu. À l'intérieur, il y avait un collier de perles qui s'accordait clairement avec la robe de la photographie. « Mettez ceci, » dit-il, offrant le collier. « Je ne peux pas. Il appartenait à ma grand-mère. En réalité, mon père l'a acheté spécifiquement pour vous. » Les mots la déconcertèrent. « Pour moi ? Comment est-ce possible ? » Il croyait qu'un jour la fille ou la petite-fille de Cécile apparaîtrait. Il a acheté beaucoup de choses au fil des ans, se préparant pour ce moment. Il y avait quelque chose dans la situation qui était à la fois romantique et profondément troublant. L'idée qu'un homme avait passé des décennies à se préparer pour l'arrivée d'une femme qui ne viendrait peut-être jamais, achetant des cadeaux pour quelqu'un qui n'existerait peut-être pas. « Mathieu, » dit-elle avec hésitation, « n'est-ce pas un peu malsain ? Peut-être, mais c'est aussi la forme la plus pure d'espoir que j'ai jamais vue. » Il s'approcha davantage, tenant le collier. « Puis-je » Élodie acquiesça et il se positionna derrière elle pour mettre le collier. Le contact de ses doigts sur sa nuque envoya des ondes d'électricité dans tout son corps.
C'était la deuxième fois qu'il la touchait de façon intime, et la sensation était encore plus intense que la première. « Voilà », dit-il, mais il ne s'éloigna pas. Élodie regarda dans le miroir de la coiffeuse et ressentit un choc. Avec le collier dans l'éclairage doux de la chambre, la ressemblance avec sa grand-mère était saisissante. C'était comme si Cécile la regardait à travers le miroir, à travers le temps. « C'est effrayant », murmura-t-elle. « C'est le destin », corrigea Mathieu, les mains reposant encore légèrement sur ses épaules. C'était à ce moment-là, entourée par les fantômes du passé, portant des bijoux achetés pour elle des décennies avant sa naissance, qu'Élodie comprit complètement dans quoi elle s'était engagée. Ce n'était pas seulement une romance. C'était la continuation d'une histoire qui avait commencé avant sa naissance. Un récit qui avait été écrit par d'autres personnes, mais qui dépendait maintenant d'elle pour trouver sa conclusion. Le jeu des 3 portes commencerait ce soir-là, et elle avait le sentiment que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle avait franchi une ligne invisible entre la femme qu'elle avait toujours été et la femme qu'elle pourrait devenir, et il n'y avait pas de retour en arrière. Le reste de l'après-midi passa dans une étrange suspension temporelle. Élodie retourna dans sa chambre portant le collier de perles, et avec une sensation croissante qu'elle se transformait en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas complètement. Elle s'assit devant le miroir de la coiffeuse et étudia son reflet, essayant de distinguer où elle finissait et où commençait l'ombre de sa grand-mère. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la répétition des modèles à travers les générations. La même musique jaillissant de doigts qui portèrent le même sang, la même passion pour des hommes dangereusement séduisants, la même lutte entre sécurité et liberté. C'était comme si le destin était un disque rayé, condamné à répéter les mêmes passages indéfiniment. Vers 5 heures de l'après-midi, Madame Rose apporta une enveloppe cachetée. « De la part de Monsieur Mathieu », expliqua-t-elle avec un sourire mystérieux. « Il a dit que ce sont des instructions pour ce soir. » Dans l'enveloppe, il y avait une carte élégante avec la calligraphie masculine de Mathieu. « Le dîner sera servi à 8 heures dans le salon intime. Habillez-vous comme si vous alliez à un concert important. Le jeu commencera à 10 heures. Préparez-vous à découvrir des vérités qui changeront tout. Avec une admiration croissante, M. » Élodie relut le billet plusieurs fois, sentant un mélange d'anticipation et de nervosité grandir dans son estomac. Il y avait quelque chose dans la formalité des instructions qui rendait tout plus réel, plus officiel. Ce n'était pas seulement un caprice romantique, c'était un rituel soigneusement planifié. Elle passa 1 heure à choisir quoi porter. Ses options étaient limitées, mais elle finit par décider une simple robe noire qu'elle avait apportée pour les occasions spéciales. Ce n'était pas aussi élégant que les tenues qu'elle imaginait appropriées pour des dîners dans des manoirs, mais il y avait quelque chose de classique dans sa simplicité qui la faisait se sentir confiante. À 8 heures précises, elle descendit pour trouver le salon intime transformé. C'était une pièce plus petite qu'elle n'avait pas vue auparavant, décorée en tons dorés et rouges, avec une table dressée pour 2 qui semblait sortie d'un film d'époque. Des bougies allumées créaient un éclairage romantique, et il y avait un arrangement de roses rouges qui parfumait tout l'environnement. Mathieu l'attendait déjà, vêtu d'un smoking noir qui le faisait paraître encore plus élégant et mystérieux que d'habitude. Quand il la vit entrer, il se leva et l'observa avec une intensité qui la fit rougir. « Vous êtes éblouissante », dit-il, s'approchant pour baiser sa main. Le geste était formel, presque théâtral, mais il y avait quelque chose dans la façon dont ses lèvres touchèrent à sa peau qui envoya des vagues de chaleur dans tout son corps. « Merci, vous êtes très élégant aussi. Cette nuit était spéciale, dit-il, la conduisant à la table. C'est le début de quelque chose qui changera nos vies pour toujours. » Le dîner fut une expérience sensorielle complète. Des plats sophistiqués qu'Élodie n'avait jamais goûtés, des vins qui faisaient sa tête légèrement tourner, des conversations qui dansaient entre des sujets profonds et des moments de légèreté. Mathieu était un hôte fascinant, racontant des histoires de ses voyages, faisant des observations intelligentes sur l'art et la musique, démontrant une culture qui l'impressionnait et l'intimidait en même temps. « Parlez-moi de vos rêves », dit-il pendant le dessert, une mousse au chocolat qui fondait dans la bouche comme de la soie. « Mes rêves, pas ceux que vous avez eus hier soir. Les rêves pour votre vie, les choses que vous avez toujours voulu faire mais n'avez jamais eu le courage d'essayer. » La question l'a pris au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ses rêves. Toute sa vie avait été planifiée par d'autres personnes, limitée par des peurs étrangères. « Je ne sais pas si j'ai des rêves, admit-elle.
J'ai toujours vécu en essayant de ne pas déranger, de ne pas attirer l'attention, de ne pas vouloir trop de choses. Et si vous pouviez vouloir n'importe quoi, s'il n'y avait pas de limitation, de jugement, de peur? Élodie hésita, puis se permit de parler de désirs qu'elle n'avait jamais verbalisés. J'aimerais jouer ma musique pour des personnes qui la comprennent. J'aimerais voyager, connaître les endroits où ma grand-mère s'est produite. J'aimerais... Elle s'arrêta, rougissant. Continuez. J'aimerais savoir ce que c'est d'être désiré. Ce que c'est d'être touché par quelqu'un qui me voit comme une femme, pas comme une fille obéissante ou une vierge intouchable. Les mots sortirent plus crus qu'elle ne l'avait prévu, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère de la nuit, dans le vin, dans l'intensité du regard de Mathieu qui rendait l'honnêteté inévitable. « Vous êtes désiré, dit-il, la voix basse et rauque. Plus que vous ne l'imaginez. Par vous, par moi, intensément, dangereusement. » La confession resta suspendue entre eux comme une promesse et une menace. Élodie sentait son cœur s'accélérer, sa respiration devenir plus difficile. C'était la première fois de sa vie qu'un homme admettait la désirer, et la sensation était enivrante. Mathieu, chut! Il tendit la main par-dessus la table et toucha ses doigts. Cette nuit, vous découvrirez beaucoup de choses sur vous-même, sur ce dont vous êtes capable de ressentir, de vouloir, d'être. Il était 10 heures quand il se leva de table et offrit son bras. « Êtes-vous prête pour le jeu ?» Élodie acquiesça, bien qu'elle ne fût pas sûre d'être vraiment préparée à ce qu'elle allait trouver. Mathieu la conduisit par des couloirs qu'elle n'avait pas explorés auparavant, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une zone de la maison qui semblait plus ancienne, plus chargée d'histoire. Ils s'arrêtèrent devant un couloir où il y avait 3 portes identiques, peintes en blanc avec des poignées dorées. « Les règles sont simples, » expliqua Mathieu. « Vous choisissez une porte. Derrière elle, vous trouverez quelque chose qui révélera une vérité sur le passé, une expérience qui vous aidera à vous découvrir, ou un mensonge destiné à vous confondre. Vous aurez 1 heure pour explorer ce que vous trouverez. Puis nous reviendrons ici et discuterons de ce que vous avez découvert. Comment saurais-je laquelle est laquelle? Vous ne le saurez pas. C'est le but du jeu. Apprendre à faire confiance à vos instincts, à distinguer entre vérité et illusion. » Élodie étudia les 3 portes. Elles étaient identiques en apparence. Il n'y avait pas d'indice visible qui indiquerait ce qu'il pourrait y avoir derrière chacune d'elles. C'était un choix purement intuitif. Et si je ne veux pas continuer après la première nuit? Alors le jeu se termine, et vous êtes libre de prendre n'importe quelle décision concernant votre avenir. Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit cela qui suggérait qu'il ne croyait pas qu'elle s'arrêterait après la première nuit. Comme s'il savait qu'une fois commencé, le jeu deviendrait irrésistible. Élodie respira profondément et marcha jusqu'à la porte du milieu. Il n'y avait pas de raison logique pour ce choix, juste une impulsion qui venait d'un endroit profond de son intuition. « Excellent choix », murmura Mathieu, lui remettant une clé dorée. « Bonne chance, Élodie. Nous nous reverrons dans 1 heure. » La clé tourna doucement dans la serrure et la porte s'ouvrit révélant un escalier qui montait vers ce qui semblait être une tour. Les murs étaient en pierre naturelle, éclairés par des lampes anciennes qui créaient des jeux d'ombre et de lumière hypnotisants. Élodie monta lentement, se sentant comme si elle entrait dans un conte de fées sombre. Au sommet de l'escalier, elle trouva une porte plus petite, déjà entr'ouverte. Quand elle la poussa complètement, elle découvrit une chambre circulaire qui lui coupa le souffle. C'était un dressing féminin, mais pas n'importe quel dressing. Les murs étaient couverts d'armoires vitrées qui contenaient des robes qui semblaient sorties d'un musée de mode vintage. Il y avait des créations des années 50 de designers célèbres, des robes de soirée brodées de pierres précieuses, des manteaux de fourrure qui coûtaient clairement des fortunes. Au centre de la pièce, il y avait un mannequin vêtu d'une tenue qui lui coupa le souffle. C'était une robe de soirée bleu marine, brodée de fils dorés formant des motifs complexes. Mais ce n'était pas la beauté de la robe qui la choqua, c'étaient les initiales brodées discrètement sur le poignet. C.M. Cécile Moreau. Élodie s'approcha lentement, comme si la robe était une relique sacrée. Il y avait une carte appuyée sur le mannequin. Cette robe a été portée par Cécile Moreau lors de son dernier concert à Paris, mars 1955. Elle a été préservée exactement comme elle était quand elle l'a portée pour la dernière fois. C'était la robe que sa grand-mère avait portée la nuit où tout avait commencé à s'effondrer. Le vêtement qu'elle portait quand elle croyait encore pouvoir concilier amour et carrière, avant de découvrir la grossesse qui changerait tout. Il y avait d'autres pièces dans la pièce qui avaient clairement appartenu à Cécile,
Mais ce fut une table dans le coin qui attira ensuite son attention. Sur celle-ci, des photographies qu'elle n'avait jamais vues, montrant sa grand-mère à différents moments de sa carrière européenne. Il y avait aussi un programme de concert, jauni par le temps, de la représentation à Paris, où tout s'était terminé. Mais l'objet le plus troublant était dans une boîte en velours sur la table. C'était une bague de fiançailles, un solitaire en diamant qui brillait même dans la lumière douce de la pièce. La carte à côté expliquait « Bague qu'Antoine voulait donner à Cécile quand elle reviendrait en France ». Jamais offerte. Élodie tint la bague contre la lumière et vit qu'à l'intérieur de l'anneau il y avait une gravure. « Pour mon amour éternel, qui m'a appris que la musique la plus belle est celle que deux âmes font quand elles se rencontrent. » C'était romantique et tragique en même temps. Un symbole d'un futur qui ne s'est jamais réalisé, de promesses qui n'ont jamais été faites, d'un amour qui a été interrompu avant de trouver sa conclusion naturelle. Elle s'assit dans un fauteuil ancien dans le coin de la pièce et essaya de traiter tout ce qu'elle voyait. Ce n'était pas seulement une collection d'objets anciens, c'était un musée de la douleur, une archive de l'obsession d'Antoine pour une femme qu'il avait perdue des décennies auparavant. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans la préservation méticuleuse de chaque détail de la vie de Cécile. C'était comme si Antoine avait essayé de maintenir son souvenir si vivant qu'elle pourrait d'une certaine façon être ressuscitée. Et maintenant, Mathieu faisait quelque chose de similaire avec elle, l'entourant des objets et de l'atmosphère qui avait séduit sa grand-mère. Quand l'heure fut écoulée et qu'elle descendit de la tour, Mathieu l'attendait exactement là où il l'avait laissée. Il y avait quelque chose d'anxieux dans son expression, comme si sa réaction était importante pour lui. « Alors, demanda-t-il, qu'avez-vous découvert ?»« J'ai découvert que votre père n'a jamais surmonté ma grand-mère, dit-elle, et que vous essayez d'utiliser ces objets pour me séduire de la même façon qu'elle a été séduite. » Mathieu sourit, mais il y avait quelque chose de mélancolique dans son expression. Vérité ou mensonge? Vérité, définitivement vérité. Très bien. Première nuit conclue avec succès. Il offrit son bras. Aimeriez-vous un verre avant que nous nous retirions? Nous avons beaucoup à discuter. Ils retournèrent à la bibliothèque où Mathieu servit 2 verres de cognac qui brillaient comme de l'ambre liquide dans la lumière des lampes. Élodie s'assit dans l'un des fauteuils en cuir, traitant encore tout ce qu'elle avait vu. « Pourquoi m'avez-vous montré cela ?» demanda-t-elle. « Parce que je voulais que vous compreniez la profondeur de l'histoire dont vous faites maintenant partie. Je voulais que vous voyiez comment est l'obsession quand elle atteint l'extrême. Et vous, êtes-vous obsédé par moi de la même façon ?» Mathieu but une gorgée de cognac avant de répondre. « Je suis obsédé par la possibilité de compléter une histoire qui a été cruellement interrompue. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'être obsédé par vous. » C'était une réponse honnête, mais pas nécessairement rassurante. Et si je dis que je ne veux pas faire partie de cette histoire, alors je respecterai votre décision. Mais je crois que vous voulez en faire partie. Je crois que vous avez ressenti la même attraction fatale que votre grand-mère a ressentie, le même besoin d'explorer des possibilités qui ont été niées trop longtemps. Il avait raison, et c'était le plus effrayant. Élodie se sentait attirée non seulement par Mathieu, mais par toute l'atmosphère de mystère et de danger qui l'entourait. C'était comme si une partie d'elle avait été endormie toute sa vie et se réveillait enfin. « Demain soir sera différent, » dit Mathieu, se levant. « Plus intense, plus révélateur. Que voulez-vous dire? Vous le découvrirez. » Il s'approcha et embrassa doucement son front. « Dormez bien, Élodie. Rêvez de possibilités. » Quand elle retourna dans sa chambre, Élodie trouva un autre cadeau sur le lit. C'était une chemise de nuit en soie bleu clair, clairement chère et élégante. La carte disait « Pour que vous dormiez comme une princesse et vous réveilliez comme une reine ». C'était un geste attentionné, mais aussi légèrement invasif. Mathieu orchestrait clairement chaque aspect de son expérience, contrôlant jusqu'aux détails les plus intimes. Mais quand elle mit la chemise de nuit et se regarda dans le miroir, elle dut admettre qu'elle se sentait différente, plus féminine, plus sensuelle, plus consciente de son propre corps. C'était comme si chaque cadeau, chaque geste, chaque moment en présence de Mathieu la transformait graduellement en la femme qu'elle aurait toujours pu être. Cette nuit-là, elle rêva à nouveau de sa grand-mère. Mais cette fois, Cécile ne fuyait pas ou ne se cachait pas. Elle était dans la chambre de la tour, portant la robe bleu marine, observant Élodie avec une expression qui mêlait tristesse et espoir. « Ne commettez pas les mêmes erreurs que j'ai commises, » dit la grand-mère dans le rêve, « mais n'ayez pas peur d'aimer.
L'amour peut détruire, mais il peut aussi transformer. Comment saurais-je la différence? Demanda Élodie. Vous le saurez quand vous serez prête à tout risquer pour quelqu'un qui en vaut la peine. Elle se réveilla avec le cœur battant et la sensation que le rêve avait été plus qu'un simple produit de son imagination. C'était comme si sa grand-mère essayait de communiquer à travers le temps, offrant des conseils qui arrivaient avec des décennies de retard. Le deuxième matin au manoir apporta une routine qui commençait à sembler naturelle. Petit déjeuner sur la terrasse, conversation avec Mathieu qui dansait entre le casual et l'intense, moment de silence confortable pendant qu'ils observaient les jardins. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il comme toujours. « J'ai rêvé de ma grand-mère à nouveau, elle m'a donné des conseils. » « Quel genre de conseils ? » « De ne pas avoir peur d'aimer, mais de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elle a commises. » Mathieu arrêta de manger et l'étudia attentivement. « Et quelle a été son erreur ? Je pense que c'était d'essayer de choisir entre amour et ambition, au lieu de trouver une façon d'avoir les deux. Très sage. Et vous ? Croyez-vous qu'il est possible d'avoir les deux ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu ni l'un ni l'autre. Cela peut changer. » C'était une promesse voilée, et Élodie sentait qu'elle s'approchait d'un carrefour où elle devrait prendre des décisions qui changeraient le cours de sa vie pour toujours. « Mathieu, » dit-elle avec hésitation, « puis-je poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Avez-vous déjà été marié ?» La question créa un silence soudain. Mathieu arrêta complètement de manger et l'étudia avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. « Oui, » dit-il finalement, « pendant 5 ans. Que s'est-il passé ? Elle est morte. Je suis désolé. C'était naturel. » Mathieu mit longtemps à répondre. « C'était un incendie dans notre maison à Paris. Elle était seule, j'étais en voyage d'affaires. C'est terrible. » « Oui, et la partie la plus terrible est que je n'ai jamais réussi à l'aimer complètement. J'ai toujours senti que je réservais une partie de moi pour quelqu'un d'autre, quelqu'un que je n'avais pas encore rencontré. » La confession resta suspendue dans l'air entre eux, chargée d'implications. Élodie comprit qu'on lui faisait savoir quelle était cette autre personne qu'il avait inconsciemment attendue. Comment était-elle ? Belle, intelligente, pianiste comme vous. Le dernier détail envoya un frisson le long de la colonne vertébrale d'Élodie. Pianiste ? Oui, c'était la 2e meilleure interprète de Chopin que j'ai jamais entendue. Vous êtes la première. C'était trop de coïncidences pour être le hasard. 2 pianistes, 2 femmes qui s'étaient impliquées avec des hommes de la famille Lefebvre, 2 histoires qui se terminèrent tragiquement. « Mathieu, » dit-elle lentement, « avez-vous un type spécifique ?» Il sourit, mais il y avait quelque chose de sombre dans son expression. « Apparemment, oui. Des femmes qui jouent du piano comme si elles canalisaient leurs âmes à travers les touches. Des femmes qui portent des mystères dans leurs yeux. Des femmes qui me font sentir comme si j'avais enfin trouvé quelque chose que j'ai toujours cherché. Et si c'était dangereux ? Et si des femmes comme nous n'étaient pas destinées à avoir des fins heureuses avec des hommes comme vous, alors au moins nous aurons vécu intensément avant de découvrir notre destin. » Ce n'était pas exactement une réponse rassurante, mais il y avait quelque chose dans l'honnêteté brutale de Mathieu qui l'attirait plus que de fausses promesses de sécurité l'auraient fait. Le reste de la journée passa dans une étrange suspension, comme si tous deux se préparaient à quelque chose d'inévitable. Élodie explora plus de zones de la propriété, lut des extraits du journal de sa grand-mère, joua du piano pendant des heures en essayant d'organiser les sentiments contradictoires qui grandissaient en elle. Quand la nuit arriva, elle était prête pour le 2e round du jeu. Ou du moins, elle le pensait. Le dîner de la 2e nuit fut encore plus élaboré que le premier. Mathieu s'était surpassé dans la création d'une atmosphère romantique qui frôlait le théâtral. Des bougies partout, des pétales de rose éparpillés sur la table, de la musique classique jouant doucement en arrière-plan. « Cette nuit sera différente, » dit-il pendant le dessert. « Plus intense. Plus révélatrice. Je suis prête. J'espère que oui. » À 10 heures, ils étaient à nouveau devant les 3 portes. Cette fois, Élodie choisit la porte de gauche, guidée plus par curiosité que par n'importe quel instinct spécifique. La clé ouvrit une porte qui révélait non pas un escalier, mais un long couloir qui semblait s'étendre bien au-delà de ce que les dimensions de la maison devraient permettre. Les murs étaient couverts de miroirs anciens qui reflétèrent son image infiniment, créant un effet hypnotique et légèrement perturbant. Au bout du couloir, elle trouva une double porte en bois sombre. Quand elle l'ouvrit, elle découvrit un salon qui lui coupa le souffle. C'était une réplique parfaite d'une salle de concert du 19e siècle.
Il y avait des rangées de chaises rembourrées en velours rouge, une petite scène au fond, et au centre de la scène, un piano à queue qui brillait sous la lumière d'un lustre en cristal. Mais elle n'était pas seule dans le salon. Mathieu était assis au premier rang, vêtu du même smoking que la veille, l'observant avec une intensité qui la fit se sentir comme hypnotisée. « Bienvenue à votre expérience », dit-il, sa voix résonnant dans le salon vide. « Cette nuit, vous allez jouer pour un public d'une personne. Jouez quoi? Ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Ce que votre âme commande. » Élodie marcha lentement vers la scène, se sentant comme si elle était dans un rêve. Le piano était magnifique, clairement un instrument de qualité professionnelle. Quand elle s'assit sur le tabouret et testa les premières touches, le son qui émergea était riche et profond, avec une qualité qui faisait vibrer chaque note à travers tout son corps. « Fermez les yeux, » dit Mathieu. « Jouez comme si c'était la dernière fois. Jouez comme si votre vie en dépendait. » Élodie ferma les yeux et laissa la musique couler. Elle ne joua aucune pièce connue, mais quelque chose qui jaillit directement de ses émotions du moment. C'était une musique chargée de désir, de peur, d'espoir, d'une fin de vie qu'elle admettait enfin pour elle-même. Au fur et à mesure qu'elle jouait, elle se sentait comme si elle se dépouillait émotionnellement, révélant des parties d'elle-même qu'elle n'avait jamais partagées avec personne. C'était vulnérabilité et pouvoir en même temps, une expression de féminité qu'elle n'avait jamais explorée. Quand elle arrêta finalement de jouer et ouvrit les yeux, Mathieu n'était plus assis dans le public. Il était sur la scène juste derrière elle, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Magnifique », murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. « Absolument magnifique ». Élodie se retourna sur le tabouret pour lui faire face et découvrit qu'il était plus proche qu'elle ne s'y attendait. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, et elle pouvait voir chaque détail de ses yeux sombres, sentir sa respiration. « Élodie, » dit-il, la voix basse et intense. « Oui, puis-je vous toucher ?» La question la prit complètement au dépourvu. Elle était simple et directe, mais chargée de significations qui allaient bien au-delà du toucher physique. « Me toucher comment ? Comme quelqu'un qui vous voit comme la femme la plus désirable qu'il ait jamais connue, comme quelqu'un qui veut découvrir si votre peau est aussi douce qu'elle semble l'être, comme quelqu'un qui est éperdument fasciné par vous. » Le cœur d'Élodie s'emballa. C'était le moment qu'elle avait imaginé mais jamais vraiment cru qu'elle vivrait. Un homme la désirant, demandant la permission de la toucher, la regardant comme si elle était précieuse et irrésistible. « Oui », murmura-t-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de la réponse. Mathieu tendit la main lentement et toucha son visage du bout des doigts. C'était un toucher léger, presque révérencieux, mais qui envoya des ondes d'électricité dans tout son corps. Elle n'avait jamais été touchée ainsi, avec tant d'intensité et de soin en même temps. « Vous êtes encore plus belle que ce que j'avais imaginé », murmura-t-il, traçant la ligne de sa mâchoire avec son doigt. Élodie ferma les yeux et se permit de sentir chaque sensation. C'était comme si chaque terminaison nerveuse de son corps avait été réveillée simultanément. Quand il toucha ses lèvres avec son pouce, un gémissement doux s'échappa de sa gorge. « Élodie, » dit-il à nouveau, la voix encore plus basse. « Oui, puis-je vous embrasser ?» C'était une autre question qu'elle n'attendait pas, une autre demande de permission qui la faisait se sentir respectée et désirée en même temps. « Oui », répéta-t-elle, ouvrant les yeux pour rencontrer les siens. Le baiser fut différent de tout ce qu'elle avait imaginé. Doux au début, presque expérimental, puis plus profond à mesure qu'elle répondait. C'était comme si toute la tension qui s'était accumulée entre eux pendant les 2 jours précédents trouvait enfin une forme d'expression. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement. Élodie se sentait étourdie, comme si elle avait bu beaucoup de vin. Mais c'était seulement l'effet d'expérimenter enfin quelque chose qu'elle s'était refusé toute sa vie. « Comment vous sentez-vous » demanda Mathieu, tenant encore son visage entre ses mains. « Comme si je me réveillais, » admit-elle. « Comme si j'avais passé 28 ans à dormir et que j'ouvrais enfin les yeux. Et aimez-vous ce que vous voyez ? Oui, mais j'ai aussi peur. De quoi ? De répéter l'histoire de ma grand-mère, de tomber amoureuse de quelqu'un qui peut me détruire. » Mathieu l'étudia pendant un long moment. « Et si je promettais de ne jamais vous détruire ? Vous avez promis la douceur. Ma grand-mère a dit que la douceur peut être une forme lente de destruction. Alors peut-être est-il temps que vous découvriez si vous avez assez de force pour résister à la destruction, si vous avez assez de pouvoir pour transformer l'obsession en amour véritable. » C'était un défi et une promesse en même temps.
Élodie sentait qu'elle était sur le point de découvrir qui elle était vraiment quand toutes les peurs et limitations seraient supprimées. « L'heure est écoulée », dit Mathieu, s'éloignant à contre-cœur. « Mais demain sera la nuit la plus importante de toutes. Pourquoi? Parce que demain vous découvrirez la vérité finale, celle qui changera tout pour toujours. » Quand ils retournèrent au couloir des 3 portes, Élodie se sentait comme une personne complètement différente de celle qui était entrée dans le salon 1 heure auparavant. Elle avait franchi des lignes qu'elle n'avait jamais imaginé traverser, découvert des sensations qu'elle ne savait pas exister. « Vérité, expérience ou mensonge ?» demanda Mathieu. « Expérience, dit-elle sans hésiter. Définitivement expérience. Très bien, 2 nuits conclues, 1 encore à venir. » Sur le chemin du retour vers leur chambre, il s'arrêta devant sa porte. « Élodie, dit-il. Oui, ne regrettez pas ce qui s'est passé cette nuit. C'était réel, c'était beau. C'était le début de quelque chose qui peut être extraordinaire. » Elle acquiesça, sentant encore le goût de ses lèvres, l'écho de ses mains sur sa peau. « Bonne nuit, dit-il, embrassant à nouveau son front. « Bonne nuit. » Mais Élodie savait qu'elle ne dormirait pas facilement. Il y avait beaucoup à traiter, beaucoup de nouvelles sensations à comprendre. Elle se transformait rapidement en la femme qu'elle aurait toujours pu être, et la vitesse du changement était à la fois excitante et terrifiante. Une chose était certaine, il n'y avait plus de retour en arrière. Quelle que soit la vérité qui l'attendait la 3e nuit, elle était prête à y faire face. Elle avait trouvé un courage qu'elle ne savait pas posséder. Elle avait découvert des désirs qu'elle avait réprimés pendant longtemps. Il était temps de découvrir jusqu'où sa nouvelle bravoure l'amènerait. Le 3e matin apporta une inquiétude qu'Élodie ne pouvait pas nommer. Elle s'était réveillée plusieurs fois pendant la nuit, toujours avec la sensation que quelqu'un l'observait, mais quand elle ouvrait les yeux, elle ne trouvait que la chambre silencieuse, baignée par la lumière de la lune. Les rêves avaient été plus intenses que jamais. Des visions de sa grand-mère courant dans des couloirs sombres, des voix chuchotant des avertissements qu'elle ne pouvait pas comprendre complètement. Et toujours la présence de Mathieu comme une force magnétique qui l'attirait même pendant qu'elle dormait. Pendant le petit déjeuner, il sembla remarquer son inquiétude. Il y avait aussi quelque chose de différent dans son comportement. Une tension qui n'avait pas été présente les jours précédents, comme si cette dernière nuit du jeu était aussi significative pour lui que pour elle. « Vous avez mal dormi ?» demanda-t-il, versant du café dans sa tasse avec un soin presque révérencieux. Des rêves étranges à nouveau, mais différents cette fois. Plus urgents, comme si quelqu'un essayait de m'avertir de quelque chose. Mathieu arrêta de remuer son café et l'étudia attentivement. « Vous avertir de quoi ? Je ne sais pas. » Les images étaient confuses, mais il y avait une sensation de danger imminent. Comme si cette nuit allait tout changer de façon irréversible. Peut-être est-ce votre intuition qui essaie de vous préparer à des révélations importantes. Ou peut-être est-ce mon esprit qui essaie de me protéger de quelque chose que je ne suis pas prête à affronter. Mathieu tendit la main par-dessus la table et toucha légèrement ses doigts. Le simple geste envoya la même onde d'électricité qu'elle reconnaissait maintenant comme une réaction constante à son toucher. « Élodie, dit-il, la voix plus sérieuse que d'habitude, vous devez savoir que, quoi qu'il arrive ce soir, vous aurez toujours un choix. Je ne ferai jamais rien contre votre volonté. Je ne vous forcerai jamais à accepter des vérités que vous n'êtes pas prête à affronter. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit cela qui la fit se sentir simultanément rassurée et alarmée. C'était comme s'il savait exactement ce qu'elle trouverait derrière la 3e porte et qu'il se préparait à sa réaction. « Mathieu, dit-elle avec hésitation, connaissez-vous toutes les vérités qui sont cachées derrière ces portes ?» Il hésita avant de répondre. « J'en connais certaines. D'autres, j'espère les découvrir avec vous. » Ce n'était pas une réponse complètement honnête, et ils le savaient tous les deux. Mais il y avait quelque chose dans la vulnérabilité qu'il laissa transparaître dans ses yeux qui l'empêcha de le presser davantage. Le reste de la journée passa dans une étrange suspension temporelle. Élodie essaya de se distraire en explorant plus de zones de la propriété, en jouant du piano, en lisant des extraits du journal de sa grand-mère, mais rien ne parvenait à diminuer la sensation croissante qu'elle s'approchait d'une révélation qui changerait tout pour toujours. Vers 5 heures de l'après-midi, alors qu'elle marchait dans les jardins essayant de calmer ses nerfs, elle rencontra l'un des jardiniers travaillant près des rosiers. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants, qui semblait faire partie de la propriété depuis des décennies. «
Bon après-midi, mademoiselle, dit-il en levant poliment son chapeau. Bon après-midi. Les jardins sont magnifiques. Merci, je travaille ici depuis plus de 20 ans. J'ai vu cette propriété passer par de nombreuses transformations. Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit cela qui éveilla la curiosité d'Élodie. Quel genre de transformation? Le jardinier regarda autour de lui, comme pour vérifier s'ils étaient seuls. Eh bien, quand j'ai commencé à travailler ici, Monsieur Antoine était encore vivant. C'était un homme, compliqué, obsédé par les souvenirs, vous savez, toujours à faire construire de nouvelles pièces, à rénover des zones qui étaient déjà parfaites, comme s'il essayait de recréer quelque chose qu'il avait perdu. Et après sa mort, Monsieur Mathieu a continué certaines des particularités de son père. Il maintient certaines zones de la maison exactement comme son père les a laissées, y compris certaines qu'il ne visite même plus. Élodie sentit un frisson de curiosité. Quelle zone? Le jardinier hésita, puis s'approcha et baissa la voix. Il y a une aile entière au 3e étage qui a été fermée après la mort de Monsieur Antoine. Monsieur Mathieu a les clés, mais je n'ai jamais vu personne y entrer. Les employés les plus anciens disent donc que Monsieur Antoine a passé les dernières années de sa vie à recréer obsessionnellement des pièces exactes d'endroits où il avait été en Europe. Pourquoi? À cause d'une femme, une pianiste qu'il a connue il y a des décennies. On dit qu'il n'a jamais surmonté sa perte. C'était une information qui confirmait ce qu'Élodie savait déjà, mais il y avait quelque chose dans la façon dont le jardinier parlait qui suggérait plus de détails. Vous connaissez cette histoire? Je connais des rumeurs. On dit qu'il croyait qu'un jour elle reviendrait ou que quelqu'un de sa famille apparaîtrait. Il a préparé la maison entière pour cette possibilité. Quelqu'un de sa famille? Une fille, une petite fille, quelqu'un qui aurait le même talent musical. Monsieur Antoine disait souvent que certaines qualités passent par le sang, que le vrai talent musical était un héritage qui pouvait sauter des générations. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Savez-vous croyez que Monsieur Mathieu a hérité de ces attentes de son père? Le jardinier l'étudia attentivement, comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant. « Mademoiselle, dit-il lentement, vous avez des yeux très familiers, comme si j'avais déjà vu quelqu'un qui vous ressemblait beaucoup, mais il y a longtemps. Où? Sur des photographies que Monsieur Antoine avait l'habitude de porter, d'une jeune pianiste des années 50. C'était la confirmation de ce qu'elle soupçonnait déjà, mais l'entendre d'une source indépendante rendait tout plus réel et plus effrayant. « Comment puis-je accéder à cette aile fermée ?» demanda-t-elle impulsivement. Le jardinier parut surpris par la question. « Pourquoi voudriez-vous faire cela ?»« Parce que je crois que j'ai le droit de voir ce qu'il y a là-bas. Je crois que certaines de ces photographies sont de ma grand-mère. » L'homme l'étudia pendant un long moment, comme s'il prenait une décision importante. Finalement, il sortit une petite clé de sa poche. C'est une clé maîtresse que Monsieur Antoine m'a donnée, il y a des années, pour les cas d'urgence. Je ne l'ai jamais utilisée, mais... Il hésita. Si vous êtes vraiment sa petite fille, peut-être avez-vous le droit de voir ce que Monsieur Antoine a préservé. Élodie prit la clé d'une main tremblante. Comment puis-je trouver cette aile? 3e étage, couloir est. Il y a un escalier étroit au bout du couloir principal qui mène aux chambres qui ne sont jamais utilisées. Mais, mademoiselle, il s'arrêta. Soyez prudente. Parfois, quand nous touchons au passé, nous réveillons des choses qui devraient continuer à dormir. C'était un avertissement qui résonna dans l'esprit d'Élodie le reste de l'après-midi, mais la curiosité était plus forte que la prudence. Si elle allait affronter la 3e nuit du jeu de Mathieu, elle voulait le faire en connaissant tous les secrets possibles. Le dîner de la 3e nuit fut encore plus élaboré que les précédents. Mathieu s'était surpassé dans la création d'une atmosphère qui frôlait l'irréel. Des bougies partout, des fleurs exotiques qui parfumaient tout l'environnement, de la musique classique jouant doucement, et lui-même vêtu d'un smoking qui le faisait paraître sorti d'une époque plus élégante. « C'est notre dernière nuit officielle du jeu, » dit-il pendant le premier plat. « Comment vous sentez-vous » ? Nerveuse, curieuse, un peu effrayée. Effrayée de quoi? De ce que je pourrais découvrir, de ce que cela pourrait changer entre nous. Mathieu arrêta de manger et l'observa intensément. « Élodie, quoi que vous découvriez ce soir, je veux que vous sachiez que ces 3 jours ont été les plus extraordinaires de ma vie. Vous avez réveillé en moi des choses que je pensais mortes depuis longtemps. Quel genre de choses? La capacité de ressentir l'amour véritable, l'espoir qu'il puisse exister quelqu'un dans le monde qui me comprenne complètement. La possibilité de finalement compléter une histoire qui a commencé bien avant notre naissance.
Les mots étaient beaux, mais il y avait quelque chose derrière eux qui faisait Élodie ressentir une légère inquiétude. C'était comme s'il faisait ses adieux, se préparant à quelque chose de définitif. « Mathieu, dit-elle, peu importe ce que je découvrirai ce soir, je veux que vous sachiez que ces jours ont changé ma vie pour toujours. Vous m'avez aidé à découvrir des parties de moi-même que je ne savais pas exister. Et vous, dit-il, tendant la main pour toucher la sienne, m'avez appris qu'il est possible d'aimer quelqu'un plus que des souvenirs et des fantasmes. » À 10 heures, ils étaient à nouveau devant le couloir des 3 portes. Cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère. Une tension qui n'avait pas été présente les autres nuits, comme si l'air lui-même était chargé d'anticipation. « La dernière porte, » dit Mathieu, lui remettant la clé dorée, « la plus importante de toutes. » Élodie regarda la porte de droite, la seule qu'elle n'avait pas encore choisie. Il y avait quelque chose de presque magnétique dans son attraction pour elle, comme si elle savait instinctivement que c'était le bon choix. « Quoi que je trouve, » dit-elle, « promettez que vous serez honnête sur ce que cela signifie. »« Je promets, » dit Mathieu, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait que l'honnêteté pourrait être plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. La 3e porte s'ouvrit, révélant non pas un escalier ou un couloir, mais une salle qui lui coupa complètement le souffle. C'était un atelier d'artiste, complet, avec chevalet, toile, peinture et pinceau. Les murs étaient couverts de tableaux de différentes tailles, tous représentant des femmes au piano, des femmes en robes élégantes, des femmes qui étaient clairement des pianistes de différentes époques. Mais ce n'étaient pas les tableaux sur les murs qui la choquèrent. C'était le chevalet au centre de la pièce, qui soutenait une toile qui la fit trébucher et presque tomber. C'était un portrait d'elle-même. Pas une version idéalisée ou imaginaire, mais une représentation parfaite et détaillée d'Élodie dormant, nue, dans une position qu'elle reconnut immédiatement comme étant la façon dont elle dormait chaque nuit. Chaque détail était parfait. La courbure de ses hanches, la façon dont ses cheveux tombaient sur l'oreiller, jusqu'à une petite marque de naissance sur son épaule que peu de gens connaissaient. Mais ce qui l'effraya le plus fut la date signée dans le coin inférieur droit, 2019. 5 ans avant de rencontrer Mathieu, il y avait d'autres tableaux d'elle dans l'atelier. Élodie jouant du piano, Élodie marchant dans des jardins, Élodie à différents âges qu'il n'aurait clairement pas pu témoigner personnellement. C'était comme s'il avait documenté sa vie entière à travers une imagination obsédée. Au fond de l'atelier, elle trouva une table couverte de photographies qui lui donnèrent l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. C'étaient des photos d'elle prises secrètement au fil des années, sortant de chez elle, jouant du piano à travers une fenêtre, achetant des provisions au marché. Il y en avait des centaines, organisées chronologiquement, documentant sa vie depuis l'adolescence. « Vous m'avez observé pendant des années, » dit-elle à voix haute, sachant que Mathieu pouvait l'entendre d'une manière ou d'une autre. Quand elle se retourna, il était debout à la porte de l'atelier, le visage pâle et tendu. « Oui, » admit-il simplement. « Comment ? J'ai engagé des enquêteurs, des photographes, des personnes pour vous surveiller discrètement. Pourquoi ? » Mathieu entra dans l'atelier et ferma la porte derrière lui. « Parce que j'ai rêvé de vous pendant des années avant de vous connaître. Des rêves si vivants que je me réveillais certain que vous existiez quelque part dans le monde. C'est impossible. Ça l'est, mais c'est arrivé. » Il s'approcha lentement, comme s'il traitait avec un animal effrayé. « J'ai commencé à avoir ces rêves à 20 ans. Des rêves avec une femme que je ne connaissais pas, mais que je sentais être mon âme sœur. Toujours la même femme, toujours les mêmes détails spécifiques. » Élodie regarda à nouveau le portrait d'elle-même dormant. « Alors vous avez envoyé des gens me trouver. J'ai cherché pendant 15 ans. J'ai engagé des détectives dans plusieurs pays. J'ai montré les tableaux que j'ai peints basés sur les rêves à des centaines de personnes. Quand j'ai finalement découvert qui vous étiez et où vous habitiez, j'ai su immédiatement que c'était vous. Et l'histoire sur ma grand-mère, sur votre père, elle est vraie. Mais ce n'est pas ce qui m'a conduit à vous. C'était juste une coïncidence extraordinaire qui a confirmé que notre rencontre était destinée à se produire. » Élodie se sentait étourdie, comme si tout son monde était réorganisé. « Vous avez financé mes études de musique. » »« Oui, discrètement. Je voulais m'assurer que vous développeriez complètement votre talent avant que nous nous rencontrions. Vous avez manipulé toute ma vie. J'ai protégé votre vie. J'ai garanti que vous auriez des opportunités que vous n'auriez pas eues autrement. Pourquoi ? Pour ce moment. Pour la possibilité de finalement connaître la femme qui me visitait en rêve depuis plus d'une décennie.
C'était trop d'informations à traiter. Élodie s'assit lourdement dans un fauteuil au coin de l'atelier, essayant de comprendre les implications de tout ce qu'elle découvrait. « Et votre femme ?» demanda-t-elle. « La pianiste qui est morte dans l'incendie ?» Le visage de Mathieu s'assombrit. « Isabelle. A-t-elle vraiment existé ? Oui, et je l'ai vraiment épousée, mais... » Il hésita. « Mais je l'ai épousée parce qu'elle vous ressemblait, parce qu'elle jouait du piano comme vous, parce que quand je fermais les yeux et l'entendais jouer, je pouvais prétendre que c'était vous. C'est terrible. Ça l'est, et elle le savait. Isabelle a toujours su que j'aimais un fantasme, pas elle. L'incendie, ce n'était pas un accident. » La confession sortit comme un murmure. « Isabelle a découvert les tableaux, ma recherche de vous. La nuit où elle est morte, elle m'a confronté sur mon obsession. Elle a dit qu'elle préférait mourir plutôt que de continuer à être un substitut pour une femme qui n'existait peut-être même pas. » Élodie sentit son sang se glacer. Elle s'est suicidée? Elle a mis le feu à la maison avec nous deux à l'intérieur. J'ai réussi à m'échapper. Elle a choisi de ne pas s'échapper. La révélation resta suspendue dans l'air comme un nuage toxique. Élodie comprit qu'elle avait affaire à quelque chose de bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement de l'obsession, c'était une force destructrice qui avait déjà coûté une vie. « Mathieu, » dit-elle, se levant lentement, « ce n'est pas de l'amour, c'est une maladie. Je sais. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Je sais que c'est malsain. Je sais que c'est dangereux. Je sais que je devrais vous laisser partir maintenant, avant que quelque chose de terrible ne se produise à nouveau. Alors pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que vous êtes réel. Parce qu'après 15 ans de rêves et de fantasmes, j'ai finalement trouvé la personne véritable. Parce que quand je suis avec vous, je ne me sens plus fou. » Élodie regarda autour de l'atelier, les tableaux, les photographies, toutes les preuves d'une obsession qui avait consumé la moitié de la vie d'un homme. C'était à la fois romantique et terrifiant. « Je dois sortir d'ici, » dit-elle, se dirigeant vers la porte. « Élodie, attendez. »« Non, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de traiter tout cela. » Elle sortit de l'atelier et courut dans les couloirs du manoir, ne se souciant pas si elle faisait du bruit ou réveillait les employés. Elle avait besoin d'air, d'espace, de temps pour comprendre ce qu'elle avait découvert. Elle se retrouva sur la terrasse, tenant fermement la balustrade et respirant profondément. La nuit était claire, la lune illuminant la baie de façon presque surréelle. C'était la même vue qu'elle avait admirée la première nuit, mais maintenant tout semblait différent, contaminé par la connaissance de ce qui se passait réellement. « Élodie ?» Elle se retourna et trouva Mathieu debout à la porte de la terrasse, le visage marqué par des larmes et une expression de désespoir total. « Ne vous approchez pas, dit-elle. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. » « Expliquer quoi? Que vous êtes un homme qui a passé 15 ans obsédé par un fantasme, que vous avez manipulé toute ma vie pour satisfaire une obsession malsaine? Que votre dernière obsession a abouti à la mort d'une femme innocente? Isabelle n'était pas innocente. Elle savait dans quoi elle s'engageait quand elle m'a épousé. Cela la rend responsable de sa propre mort. Mathieu s'approcha lentement, ignorant sa demande de garder ses distances. « Élodie, je sais que cela semble effrayant. Je sais que ce n'est pas normal. Mais je sais aussi que ce que je ressens pour vous est réel, est vrai, est plus fort que tout ce que j'ai jamais expérimenté. Ce n'est pas de l'amour, Mathieu. C'est de l'obsession. C'est de la possession. C'est une maladie mentale que vous avez héritée de votre père. Peut-être, mais c'est aussi la seule forme d'amour que je connaisse. Et quand je suis avec vous, cela a un sens. Quand vous jouez du piano, quand vous souriez, quand vous me laissez vous toucher, tout semble être à sa place dans l'univers. » Élodie se sentait déchirée entre la terreur de ce qu'elle avait découvert et l'attraction indéniable qu'elle ressentait encore pour lui. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de Mathieu, dans la façon dont il admettait sa propre folie, qui la touchait profondément. « Et si je partais maintenant ?» demanda-t-elle. « Et si je décidais que c'est trop dangereux, trop compliqué? Alors je vous laisserai partir. » Il s'arrêta à quelques mètres de distance. « Mais je ne crois pas que vous partirez. Pourquoi pas? Parce que vous ressentez la même connexion que je ressens. Parce que ces 3 jours ont réveillé en vous des choses qui étaient endormies depuis longtemps. Parce que, malgré tout ce que vous avez découvert ce soir, vous me regardez encore comme si j'étais quelqu'un que vous pourriez aimer. » Il avait raison, et c'était le plus effrayant. Malgré toutes les preuves de son obsession, malgré l'histoire terrible d'Isabelle, Élodie ressentait toujours une attraction magnétique pour lui,
C'était comme si elles étaient deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtaient parfaitement, indépendamment de la façon dont cet ajustement avait été orchestré. « Mathieu, dit-elle, la voix sortant plus faible qu'elle ne le voulait, j'ai peur. De quoi? De tomber amoureuse de vous, de devenir une autre obsession qui peut finir en tragédie, de perdre mon identité au profit d'un fantasme que vous avez créé. » Mathieu fit un pas de plus dans sa direction, maintenant si proche qu'elle pouvait voir chaque détail de son visage dans la lumière de la lune. « Et si je promettais de lutter contre l'obsession? Et si je promettais de faire tout ce qui est possible pour vous aimer de façon saine, non destructive? Comment puis-je faire confiance à cette promesse? Parce que cette fois, c'est différent. Vous n'êtes pas un substitut pour quelqu'un d'autre. Vous êtes la personne réelle, celle que je cherchais. Je n'ai pas besoin de fantasmer sur vous. Je peux vous connaître, aimer qui vous êtes vraiment. » C'était une logique séduisante, mais Élodie savait que les obsessions n'étaient pas facilement guéries par de bonnes intentions. « J'ai besoin de temps, dit-elle. J'ai besoin de sortir de ce manoir, de rentrer chez moi, de réfléchir clairement loin de toute cette atmosphère. Combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être des semaines, peut-être des mois. » Mathieu acquiesça, bien qu'il fût évident que l'idée de séparation le déchirait. « Alors vous reviendrez? Peut-être. Si je parviens à trouver une façon de distinguer entre ce que je ressens pour vous et ce que je peux ressentir pour la situation entière. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, observant la lune reflétée dans l'eau de la baie. C'était un moment suspendu dans le temps, chargé de possibilités et d'adieux. « Élodie, dit finalement Mathieu. « Oui, puis-je vous embrasser une dernière fois, au cas où vous décideriez de ne jamais revenir ?» C'était une demande dangereuse, et ils le savaient tous les deux. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il demanda, dans la vulnérabilité de sa voix, qui l'empêcha de refuser. « Oui, » murmura-t-elle. Mathieu s'approcha lentement et l'embrassa avec une intensité qui lui fit temporairement oublier toutes les peurs et les doutes. C'était un baiser désespéré, chargé de promesses et d'adieux, d'amour et d'obsession, d'espoir et de désespoir. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement et il y avait des larmes dans leurs yeux. « Si je vous touche maintenant, dit Mathieu, la voix brisée, je ne vous laisserai plus jamais partir, et je ne peux pas répéter l'erreur de mon père. » C'était la confession la plus honnête qu'il avait faite, la reconnaissance que son obsession pourrait être destructrice pour eux deux. « Alors ne me touchez pas, dit Élodie, bien que chaque cellule de son corps criait le contraire. « Laissez-moi partir maintenant, pendant que je peux encore choisir de revenir par ma propre volonté. » Mathieu acquiesça et s'éloigna lentement, chaque pas lui coûtant un effort visible. « Je vous aime, dit-il, de façon malsaine, obsessionnelle, peut-être destructrice, mais aussi de façon plus vraie que je n'ai jamais aimé personne d'autre. »« Je sais, » répondit Élodie. Et c'est la partie la plus effrayante de tout cela. Le lendemain matin, Mathieu organisa une voiture pour la ramener à Paris et de là chez elle. Le voyage fut silencieux, mais Élodie savait qu'elle emportait avec elle beaucoup plus que ce qu'elle avait apporté. Elle emportait des souvenirs, des sensations, la connaissance de sa propre capacité à ressentir la passion et une décision qui changerait le reste de sa vie. 3 mois plus tard, Madame Hélène trouva une lettre sur la table de la cuisine quand elle se réveilla. L'écriture était celle d'Élodie, mais il y avait quelque chose de différent en elle, plus confiante, plus déterminée. « Maman, je suis retournée à Saint-Malo, non parce que j'ai été manipulée ou trompée, mais parce que j'ai choisi d'aimer quelqu'un malgré tous les risques. C'est peut-être le véritable héritage des femmes de notre famille, non pas la capacité de nous perdre, mais le courage de nous trouver à travers l'amour. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais enfin qui je suis. Avec amour, Élodie. » Au manoir de Saint-Malo, Mathieu était sur la terrasse quand il vit la voiture s'approcher par l'allée de peupliers. Son cœur s'emballa quand il reconnut la silhouette qui sortit du véhicule. Élodie, mais une version transformée, plus sûre d'elle, plus résolue. « Je suis revenue, dit-elle simplement quand ils se rencontrèrent dans le hall d'entrée. « Pourquoi ? Parce que j'ai passé 3 mois à essayer de vous oublier et j'ai découvert que je ne le veux pas. Parce que j'ai compris que l'amour véritable implique toujours des risques. Parce que je préfère vivre intensément avec vous que sûrement sans vous. Et si mon obsession pour vous est destructrice, alors nous apprendrons ensemble à la transformer en quelque chose de sain. Mais nous ferons cela ensemble, comme des égaux, pas comme un obsédé et un objet d'obsession. » Mathieu la regarda pendant un long moment, comme s'il essayait de croire qu'elle était vraiment revenue.
Vous êtes sûr? Je le suis, mais avec des conditions. Quelles conditions? Premièrement, vous ferez une thérapie. Nous travaillerons ensemble pour distinguer entre amour et obsession. Deuxièmement, je veux être une partenaire dans votre vie, pas un objet d'adoration. Troisièmement, nous honorerons la mémoire de ma grand-mère et d'Isabelle en créant quelque chose de nouveau et de sain, pas en répétant des schémas destructeurs. Mathieu sourit, le premier sourire véritablement heureux qu'Élodie avait vu sur son visage. J'accepte toutes les conditions, et j'accepte tous les risques. Quand ils s'embrassèrent cette fois, il n'y avait pas de désespoir ou d'adieu. Il y avait une promesse, de l'espoir, et la certitude que deux personnes assez courageuses pour affronter leurs propres démons peuvent créer quelque chose d'extraordinaire ensemble. 2 ans plus tard, Élodie se produisit à l'Opéra Garnier de Paris, jouant ses propres compositions pour un public qui incluait des critiques internationaux et des amateurs de musique classique. Au premier rang, Mathieu l'observait avec un regard qui avait appris à équilibrer amour et admiration sans obsession. Après le concert, quand elle accepta le bouquet de roses et les ovations du public, Élodie savait qu'elle avait finalement achevé le voyage que sa grand-mère avait commencé mais n'avait pas pu terminer. Elle avait trouvé une façon d'être aimée intensément sans perdre son identité, d'aimer profondément sans être consumée. C'était peut-être le véritable héritage des femmes de la famille Moreau. Pas la capacité de se perdre, mais le courage de se trouver à travers un amour qui vaut tous les risques. Et tandis qu'elle jouait le bis que le public exigeait, Élodie sourit en sachant que sa grand-mère, où qu'elle soit, pouvait enfin reposer en paix. L'histoire avait trouvé sa résolution parfaite, non pas dans la répétition d'anciens schémas, mais dans la création de quelque chose de complètement nouveau et extraordinaire.